Ok. Bon, ben merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Merci la météo. Merci tout le monde. Voilà. Donc, tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, franchement, j'espère qu'il n'y en a pas. Donc, moi, je m'appelle Sébastien, je suis vulgarisateur scientifique. Donc, mon boulot, c'est de me taper des quantités complètement astronomiques d'études que personne n'a envie de voir, et ensuite essayer de vous le rendre de manière un peu plus sympa et un peu plus agréable. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est succinctement l'état des lieux scientifiques qu'on a sur ce qui se passe dans la tête des poules. Alors évidemment, il n'y a pas tout, parce que sinon la conférence ferait entre 7 et 8 heures. Mais on a quand même beaucoup de choses, et d'ailleurs les poules font partie des animaux dits d'élevage sur lesquels on a plus de connaissances. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler justement sur une bande dessinée sur tous les animaux d'élevage. Donc là, je viens de me faire la littérature scientifique sur tous les animaux d'élevage, et réellement sur les poules, on a beaucoup plus que sur tout le reste. Alors, première chose importante à savoir, est-ce que vous savez qui sont les grands-parents des poules? Leurs ancêtres? Les dinosaures. Eh bien, même plus précisément que ça, parce que si vous avez vu Jurassic Park, vous reconnaîtrez le truc. Les oiseaux sont des descendants, appartiennent même au groupe d'hétéropodes. Et effectivement, les cousins anciens de nos poules, hein, alors c'est le Velociraptor que tu dois avoir en tête. Et en l'occurrence, ça fait partie de cette famille, les Maniraptora. C'est Dédé. Et ça ressemble pour une bonne raison, c'est que vous avez appris à l'école, oui, les dinosaures se sont éteints en machin, etc. Rien du tout, les dinosaures ne sont pas éteints. Les oiseaux sont des dinosaures. Ils sont classés aujourd'hui comme étant des dinosaures. Ils appartiennent à la famille des théropodes. Donc, quand vous entendez « Ah, quand les poules, elles auront des dents », bah, elles en ont eu, croyez-moi, vous n'avez pas envie que ça recommence. Donc, on va parler, effectivement, des coqs et des poules aujourd'hui. Et alors, du coup, c'est écrit un peu en petit avec le truc, mais il n'y aura quasiment pas de texte, et le peu de texte qu'il y aura, je vous le dirai. Donc au départ, on va faire une très brève histoire de la domestication. En gros, d'où viennent les poules, comment on s'est retrouvé avec des poules partout sur le globe, qui sont aujourd'hui l'oiseau le plus commun sur Terre, en fait. Ensuite, leur sens, comment elles perçoivent le monde. Ensuite, la cognition, c'est-à-dire la façon dont elles traitent l'information. Puis le langage, comment elles communiquent. Puis leur vie sociale, à quoi ça ressemble la vie sociale d'une poule quand elle n'est pas en cage ou quand elle n'est pas dans des élevages à 300 000 individus. Et quelques petites anecdotes qui viennent de sanctuaires, si j'en ai le temps. Donc tout d'abord, l'histoire de la domestication, comme la plupart de nos animaux domestiques, elles ont été domestiquées il y a à peu près 8000 ans, dans la zone, le bassin indien, Chine, tout ça. En fait, les poules sont des oiseaux qui viennent d'Asie, typiquement. Et ce que peu de gens savent encore aujourd'hui, c'est que la souche sauvage de la poule existe toujours. Vous allez à Singapour, Bornéo, vous verrez des poules sauvages qui vivent au milieu de la population en zone urbaine, on en verra tout à l'heure en vidéo. Et il existe plusieurs espèces de poules. Par exemple, nous, on a le Gallus domesticus, donc le Gallus à la base, qui vit dans toute la partie rouge là, mais on a aussi la Phagetis, Phagicaeus, etc. Il existe d'autres espèces de poules qui existent encore aujourd'hui à l'état sauvage. Donc la domestication date d'il y a environ 8000 ans, et on pense que la base de la domestication n'est pas alimentaire, mais plutôt religieuse. Parce que comme les coqs chantent quand le soleil se lève, ou en tout cas le matin, et que quasiment tous les premiers cultes humains étaient des cultes solaires, et ben en fait ces oiseaux ont été liés au culte solaire pendant longtemps. Et ensuite, ça a été beaucoup utilisé pour les combats également, notamment. Et donc, dans ce dont je vais parler aujourd'hui, j'ai en général couplé les travaux qui ont été faits sur la souche sauvage et sur la souche domestique, simplement parce qu'il n'y a presque pas de différence. Alors chez les animaux très fortement sélectionnés, par exemple les poules pondeuses blanches, les white leghorn, ça sont des oiseaux qui ont des légères modifications de comportement, mais c'est à la marge. Donc globalement, j'ai groupé les deux groupes. C'est beau comme phrase, ça, les deux groupes. Et donc aujourd'hui, on a, par manipulation humaine, en fait, on a fait en gros 200 grandes races chez la poule domestique, jusqu'à faire des monstres qui ressemblent à ça. Alors, autant vous dire que le squelette, il ne doit pas aimer ça.
Voilà, tout ça pour dire qu'on a fait sacrément de choses différentes avec les poules, hein. Les poules d'ornement avec leurs grands trucs de partout. Enfin, on a fait des animaux un peu comme pour les chiens d'ailleurs, qui ont plein de problèmes de santé à cause de ça. Et donc voilà l'une des suppositions des chemins de migration. C'est-à-dire que ça a commencé par là et ensuite progressivement c'est passé par l'Europe. Je ne m'étends pas dessus simplement parce qu'aujourd'hui encore ça fait débat, franchement on s'en fout. Alors, maintenant on va voir un peu comment elles perçoivent le monde. Une première chose à savoir, c'est que les poules perçoivent le champ magnétique de la Terre. Donc les poules s'en servent pour se diriger. Par exemple, elles peuvent repérer leur nid, ou elles peuvent repérer là où se trouvent leurs gamelles, ou là où elles font leur bain de poussière, enfin leurs gamelles, l'endroit où elles mangent. Elles peuvent le repérer uniquement à l'aide du champ géomagnétique. Donc ça, on s'est demandé comment elles faisaient. Alors, déjà, on s'est demandé si elles possédaient vraiment un sens magnétique. Parce que pendant longtemps, on s'est dit, les oiseaux qui ont des sens magnétiques, c'est les migrateurs. Ceux qui vont faire 3000, 4000, 10 000 km de migration. Pourquoi les poules en auraient besoin? Déjà, est-ce qu'elles en ont? Alors voilà comment a été fait l'expérience. Ils mettent des poussins dans une boîte blanche, complètement blanche, il n'y a aucun point de repère. Et vous avez des écrans, qu'on voit là, qui sont des écrans opaques. Et derrière l'un des écrans, on a caché une récompense. Ces écrans sont posés aux points cardinaux. Vous avez un écran au nord, un écran au sud, un écran à l'est et un écran à l'ouest. La récompense est posée au nord. Si on laisse le poussin se balader librement dans l'arène, et bien voilà les résultats. Si vous regardez ici, on voit qu'il va beaucoup plus au nord qu'à l'est ou à l'ouest et un petit peu au sud parce que c'est pas évident, c'est un axe en fait, hein, le champ magnétique. Donc ils vont sur l'axe nord-sud, ce qui veut dire qu'ils sont déjà bien capables de percevoir. Et pour aller plus loin, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont mis des grosses bobines électromagnétiques autour et ils ont décalé le champ géomagnétique local comme ça en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte, c'est ce qu'on voit sur les autres, sur le deuxième schéma, que les poussins décalent aussi de 90 degrés, ce qui prouve qu'ils utilisent bien le champ géomagnétique pour se diriger, parce que quand on le tourne, et ben ça tourne le compas de ces oiseaux-là. Manifestement, ils ont un peu le même que celui qu'on trouve chez les passereaux. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est fortement lié à la vision. A priori, c'est un élément, je ne vais pas rentrer trop dans le détail biologique, mais c'est un élément qui est sur un des cônes des yeux, parce qu'on se rend compte que quand la lumière est bleue, ils sont capables de se diriger. Donc quand la lumière est une lumière solaire avec tous les spectres, ils sont capables de se diriger avec ça. Si la lumière est uniquement rouge, ils sont incapables de se diriger en utilisant le champ magnétique. Donc a priori, c'est quelque chose qui est sur leur cône ultraviolet, on va en reparler juste après. Ensuite, l'odorat et le goût. Alors ce sont des oiseaux, des gallinacés, et il n'y a pas eu énormément d'études faites sur ces questions-là. Pourquoi je précise que c'est des oiseaux? Parce que les oiseaux sont réputés pour ne pas avoir un odorat complètement dingue. Encore une fois, ça dépend des espèces, hein, 30 000 espèces d'oiseaux. Non, c'est des poissons, 30 000 espèces. Les oiseaux doivent y en avoir 10 000. Et donc on se retrouve avec des animaux qui n'ont pas forcément, là dans ce cas-là, un odorat phénoménal, mais elles ont un odorat. Pendant longtemps, on disait, oh, il y a plein d'oiseaux qui n'ont pas d'odorat, c'est pas le cas. On sait qu'on peut leur apprendre à aller à tel endroit quand il y a telle odeur, parce qu'il y a telle nourriture, avoir moins peur d'un endroit parce qu'il y a une odeur familière. Ça, on sait que c'est facile à faire. Bourgeons gustatifs, elles n'en ont pas énormément, et a priori, ils sont plutôt sur le fond de la bouche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend compte que souvent, les poules mangent un peu n'importe quoi. Parce qu'elles apprennent que c'est n'importe quoi quand c'est déjà rentré en fait. C'est là où l'apprentissage va être très important de la mère envers les petits, parce que bon, a priori niveau goût c'est pas... voilà. C'est trop tard dans l'ensemble, effectivement. Mais après elles ont quand même du goût, elles sont capables de repérer différents goûts, de les associer avec, par exemple si elles sont blessées et qu'on met un analgésique dans un produit, elles sont capables de faire de l'automédication avec ce truc-là. Enfin voilà, elles font bien la différence. Sinon, globalement, on n'a pas tant de connaissances que ça sur l'odorat et le goût des poules, surtout sur la vision qu'on a des connaissances. Alors le toucher au niveau du système nerveux, il est assez proche du nôtre, ça veut dire que la douleur, elle a deux niveaux, elle a un niveau vraiment purement physique et un niveau mental. Niveau mental, on ne sait pas comment elles perçoivent la douleur, mais vu comme est structuré leur corps, c'est probable que ce soit assez ressemblant avec la façon dont les mammifères perçoivent la douleur. Donc c'est une vraie douleur, c'est pas genre non, mais il ne se passe pas grand-chose. A priori, il y a vraiment un traitement mental de la douleur. Et surtout, une chose qui est peu connue, c'est que leur bec est innervé. Et que, donc, dans l'industrie, quand ils procèdent à ce qu'on appelle les pointages, des bécages, eh bien, souvent, quand on va couper le bout, déjà, la douleur va être assez importante, mais en plus, les poules ont des récepteurs, ce qu'on appelle des mécanorécepteurs au bout du bec, qui sont en fait des récepteurs du toucher. C'est-à-dire qu'elles se servent du bout du bec pour toucher des choses un peu comme un doigt. Un petit peu comme la trompe de l'éléphant, par exemple, moins sensible que la trompe de l'éléphant, mais un peu là-dedans. Et donc, si vous leur coupez ça, en fait, vous leur coupez un sens complet. Parce qu'elles ont du mal à détecter ce qui se passe là. Et en plus,
comme on peut le voir sur le dessin à droite, ça modifie la structure des mandibules avec une mandibule plus longue en haut et plus basse et plus courte en bas, qui aide à saisir les grains. À ce moment-là, elles ne peuvent plus le faire si la mandibule du haut est sectionnée trop court. Donc ça peut créer des vrais handicaps de sectionner le bout du bec. Et en plus, on les prive vraiment de ce sens du toucher qui est là. En matière d'audition, alors c'est marrant, on a l'impression que les poules n'ont pas d'oreille, c'est parce qu'en fait elle est cachée. Le groupe de plumes que vous voyez sur le côté là, en fait, ce sont les plumes qui camouflent le trou de l'oreille et qui servent aussi à guider le son. Donc en fait les poules entendent très bien. Et ce que vous voyez en dessous, le gros truc rouge, c'est le lobe de l'oreille de la poule. Les poules ont des lobes d'oreille, donc si vous avez des poules qui sont un peu coquettes et que vous voulez leur mettre des boucles d'oreille, c'est là. Et ça, c'est le spectrogramme d'audition. Donc, en gros, pour schématiser, elles ont à peu près une audition similaire à la nôtre. Elles entendent un peu mieux les sons graves et un peu moins bien les sons aigus. Mais globalement, on est dans les mêmes plages. Contrairement aux autres mammifères qu'on retrouve dans la ferme, qui, eux, entendent beaucoup plus dans les ultrasons que nous. Au niveau de la vision, alors, là, c'est là où on a affaire à des oiseaux et donc à quelque chose qui est totalement différent de ce que nous on peut connaître. Première chose, pourquoi les oiseaux marchent comme ça? Quelqu'un le sait? Parce qu'avec leur sens magnétique, Non, j'ai bien tenté, mais non. En fait, nous on a des yeux qui sont mobiles dans les orbites. On a des petits muscles, un tas de trucs qui récupèrent les mouvements. Donc quand je marche comme ça, les yeux compensent le mouvement. Je ne vois pas vraiment comme ça. Les poules, non. Les poules ont les yeux fixes dans les orbites. Par conséquent, il faut compenser le mouvement. Et en fait, leur tête va suivre un mouvement relativement régulier et le corps récupère. En fait, c'est ça qu'on repère comme mouvement. Ce qui veut dire qu'elles ont une notion de où est situé leur corps dans l'espace et comment leur tête est située dans l'espace qui est absolument phénoménale. Et ils s'en sont servis pour faire une pub Mercedes. Ah oui. C'est récent ça, non? Je sais pas exactement. Ah oui. Et la tête bouge pas. mais l'emmerde de la poule, là. Oui, l'envers. Alors c'est la vision qui fait. Mais voilà, vous voyez, la tête reste en permanence fixe en fait. Elle reste parfaitement Moi, régulière. je ferai plus de marque. À chaque fois. Donc en plus les poules ont les yeux sur les côtés. Donc nous on a un champ de vision d'environ 180 degrés, légèrement plus selon les personnes. Les poules ont un champ de vision de 330 degrés. Donc ce que j'ai fait en bas, ce qu'on voit c'est les tracés verts, c'est là où s'arrête notre champ de vision. Les tracés rouges, c'est là où s'arrête le champ de vision de la poule. Donc elle voit quasiment à 360 degrés, elle voit tout ce qui se passe autour. Sa vision binoculaire est beaucoup plus faible, en revanche elle est de 26, alors que nous, je sais plus, je crois qu'elle doit être de 60, quelque chose comme ça. Et nous on a les yeux vers l'avant. Donc on voit beaucoup plus comme ça. Leur acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité de faire la différence entre des petits symboles à distance. Quand vous êtes chez l'opticien et que vous faites A, B, Z, etc. Ça c'est l'acuité visuelle. Chez les poules, elle est beaucoup moins bonne que la nôtre. Elle est à peu près de 25% de la nôtre. C'est-à-dire que les poules sont globalement assez myopes. Au-delà de 30-40 cm, elles ont du mal à reconnaître un individu. En revanche, elles voient à minima 2 fois plus de couleurs que nous, dans les nuances. Elles prennent les mouvements beaucoup plus rapidement que nous. C'est-à-dire que vous, quand vous bougez, vous faites ça, la poule, elle voit. Elle voit l'information arriver, en fait, elle traite plus d'informations à la seconde, donc son monde est probablement légèrement plus ralenti que le nôtre. En plus, nous, on voit 3 couleurs, rouge, vert, bleu, parce qu'on a 3 cônes dans les yeux qui voient ça. Les poules ont 5 cônes, contre nos 3. Elles ont le rouge, le vert, le bleu et l'ultraviolet. Et manifestement, le sens géomagnétique est ce qu'on appelle un cryptochrome qui est calé sur l'ultraviolet. Et elles ont également un double... Ouais. D'accord, ok. Ça fait 4 couleurs. Le dernier arrive. Et elles ont également un 5e qu'on appelle des doubles cônes, où aujourd'hui on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert, qu'on retrouve aussi chez des poissons, chez des tortues, qui a priori améliorent la visibilité des couleurs et la perception des mouvements. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'intérieur des yeux des poules, vous avez aussi des gouttes d'huile. Les gouttes d'huile servent de filtre. C'est-à-dire que par exemple, vous, quand vous allez faire du ski,
et qu'il y a de la neige et que vous avez le soleil qui tape dessus. Tout devient un peu flou, vous avez des halos lumineux un peu partout. Les poules, rien. Parce que vous allez avoir des espèces de filtres en suspension à l'intérieur des yeux qui vont bloquer tout ce qui crée des aberrations chromatiques. Et donc elles vont avoir une vision nette en permanence. Un peu comme quand on utilise des lunettes polarisées, que ça casse les reflets quand il fait soleil, etc. Les poules ont ce genre de mécanisme directement intégré dans les yeux. Donc elles ont des améliorations de native vision qui sont considérables. Et en plus, nous on a une fovea, c'est-à-dire une fovea dans chaque rétine, là où sont tous les cônes, c'est là où on voit net. C'est pour ça que si jamais je bouge la main, si vous voulez la voir en détail, vous êtes obligé de regarder la main. Vous ne pouvez pas juste garder les yeux devant et la regarder. Les poules, elles ont une ligne fovéale, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une fovea, elles ont une espèce de ligne sur laquelle les choses sont espacées. Donc elles ont des cônes répartis un petit peu partout dans l'œil, contrairement à nous, ils sont centralisés. Sauf que ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup des bâtonnets qui sont toi. Les bâtonnets, c'est la vision nocturne, donc les poules, la nuit, ça voit que dalle. C'est pas du tout des animaux nocturnes. Ah, c'est pour ça que c'est la coquille. C'est pour ça que les poules vont se coucher très rapidement, d'ailleurs, quand il fait nuit. Mais en plus, il y a des choses tout aussi étonnantes, c'est que, manifestement, elles ne gèrent pas exactement l'information visuelle de la même manière que nous. Par exemple, l'illusion d'optique d'Ebbinghaus, qu'on voit ici, pour nous, quand on regarde ça, on a l'impression que le rond orange est plus petit à gauche qu'à droite, alors que les deux font la même taille. Les poules, sur des expériences, répondent à l'envers. Enfin, à l'envers par rapport à nous. Elles répondent que celui de droite est le plus petit. C'est dur de savoir comment elles processent cette information-là, mais le fait est qu'elles répondent à l'envers de nous sur l'expérience d'Ebbinghaus. On ne sait pas exactement pourquoi. En plus, il y a une extrêmement forte latéralisation, on va en parler après, chez les poules. Donc on soupçonne aussi qu'elles peuvent regarder deux choses différentes avec les deux yeux et traiter l'information en parallèle. Et comme elles ont deux fovéas en plus sur des champs de vision très larges. Et elles sont excellentes à reconnaître les visages, que ce soit les visages de poules, mais que ce soit aussi les visages humains. C'est ce qu'on voit sur le graphique à gauche. Ils ont fait des tests où ils leur ont présenté des visages humains, elles devaient reconnaître l'un par rapport à l'autre. Et on se rend compte qu'elles peuvent reconnaître, même si on enlève les contours, ou si on garde principalement les contours, ou si on change le sexe, ou si on change l'âge, etc. Elles sont capables d'avoir une assez grande régularité là-dedans. Et dès qu'on ajoute des modifications qui nous perdent, par exemple un visage tourné à 180 degrés, chez les humains, on perd énormément la reconnaissance. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, parce qu'en fait, c'est plus les mêmes neurones qui traitent l'information. Ben, chez les poules, on a la même rupture. À partir du moment où on tourne de 180 degrés, pouf, il y a rupture de reconnaissance. À partir du moment où on modifie la position des yeux, du nez, etc., pareil, il y a rupture. Donc, voilà pour ça. Et là, on va attaquer la partie sur la cognition. Alors, un truc très intéressant, c'est que pendant longtemps, on a dit, les oiseaux, c'est pas la peine de faire des études dessus, puisque vu la tronche du cerveau, il n'y aura rien. Surtout pendant longtemps, on a considéré que le centre des capacités intellectuelles de haut niveau, c'était le néocortex. Et le néocortex, c'est la partie du cerveau la plus récente du cerveau des mammifères. Donc sur ces pratiques, on se dit, tout ce qui n'a pas de néocortex, à dégager. Et puis on a des chercheurs, et notamment des chercheuses, je pense à Irene Pepperberg sur les perroquets, qui se sont dit, bah non, on va quand même creuser dessus. Alors autant vous dire que c'est des gens qui ont fait ça dans les années 70, 80, qui n'arrivaient pas à avoir des financements, qui ont galéré. Irene Pepperberg, elle a travaillé dans les sous-sols des universités pendant hyper longtemps. Sauf qu'elle s'est pointée avec son gris du Gabon, Alex, elle a fait bah, regardez, lui il fait des trucs que vos chimpanzés ils font, il les fait mieux. Là les gens sont fait, ah mince, problème. Et donc on a creusé, on s'est rendu compte effectivement que le cerveau des oiseaux était structuré profondément différemment de celui des mammifères. Et même récemment, on s'est rendu compte que chez les oiseaux chanteurs et les passereaux, les corvidés, etc., à poids et taille égale, il y avait 2 fois plus de neurones dans leur cerveau que dans celui d'un mammifère. Les poules ne rentrent pas là-dedans, les poules ont une quantité de neurones, une proportion de neurones qui est équivalente à celle des primates. Mais le cerveau est plus petit. Mais si vous prenez par exemple là sur les comparaisons, alors c'est en tout petit, mais même moi j'arrive pas à lire là-dessus. Mais par exemple, je crois qu'en bas c'est un cacatoès et un primate. Sur les mêmes tailles, on en a un qui a 900 millions de neurones qui a 900 000 neurones contre plus de 2 millions pour l'oiseau. Donc à poids et taille égale, je crois que c'est le rat, j'arrive pas bien à lire là, mais je crois que c'est entre le corbeau et le marmoset, donc le petit singe, le marmoset, vous avez 3 fois plus de neurones dans le cerveau du corbeau. À poids et taille égale. Donc c'est des cerveaux qui carburent plus vite, c'est des cerveaux qui sont organisés différemment, qui ne communiquent pas de la même manière. Donc l'information souvent transite plus vite en plus parce qu'ils sont plus compacts. Ce qui explique probablement en partie pourquoi est-ce qu'ils perçoivent souvent le monde un peu plus lentement aussi.
Quand vous voyez un pigeon qui décolle tard devant une voiture, on a souvent tendance à se dire « Ah, j'arrive super vite, le pigeon, il va jamais se barrer !» En fait, le pigeon, il vous regarde arriver. Je suis là. J'ai le temps. C'est vraiment le pigeon, il ne stresse pas, quoi. Et il va décoller et il sera écrasé, parce que ça arrive si jamais vous changez l'allure ou qu'il y a une modification comme ça, même si vous restez stable, à moins que le pigeon soit dérangé. Le pigeon, il décollera à la dernière seconde, mais pour lui, il ne décolle pas à la dernière seconde. Alors ensuite, un truc très important, on a une latéralisation des hémisphères, c'est-à-dire que vos deux hémisphères ne traitent pas exactement les mêmes informations de la même manière, même s'il y a une très bonne communication. Donc les deux hémisphères s'envoient des informations en permanence. Chez les poules, c'est pas pareil. Vous avez peut-être entendu parler que votre œil droit, il envoie en priorité à l'hémisphère gauche, l'œil gauche envoie en priorité à l'hémisphère droit. Alors, en réalité, nos yeux envoient aux deux hémisphères. C'est-à-dire que l'hémichant, c'est-à-dire que la moitié gauche envoie à droite, la moitié droite envoie à gauche, donc les deux yeux. Les poules, c'est pas comme ça. Les poules, on a vraiment œil droit envoie à gauche, œil gauche envoie à droite. Et on n'a pas vraiment le truc qui fait la communication entre les deux. Donc c'est assez bizarre parce qu'on va le voir après, il y a des moments où si l'œil gauche apprend quelque chose et qu'ensuite vous masquez l'œil gauche, le poussin risque de ne pas être capable d'utiliser le truc qu'il a appris parce que la partie du cerveau qui a la connaissance, elle ne voit pas l'information. Et ça, on le retrouve chez des humains. Alors, c'est pas valable pour tout, hein, c'est valable pour certains trucs en particulier, mais on va le voir tout à l'heure, ça donne des résultats assez étonnants. Et par exemple, il y a un cas qui est très connu chez les humains, où on fait des sections du corps calleux, c'est-à-dire que le corps calleux, c'est ce qui fait la transmission entre les deux hémisphères, dans les cas d'épilepsie très graves. Dans les cas d'épilepsie très graves, il y a des tests comme ça, où on a sectionné le corps calleux de patients, et ensuite ils ont fait des tests, où par exemple, c'est ce qu'on voit en bas, le patient va être devant un écran, et on va lui montrer, à gauche, on va mettre un crayon, et à droite, on va mettre, alors là c'est une pomme, on va mettre une pomme. Et ensuite, on va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Et là, lui va répondre, je vois une pomme. Puisque, non, je vois un stylo, puisque c'est l'œil droit envoie à l'hémisphère gauche, et c'est l'hémisphère gauche qui a accès à la parole. Donc il va dire, je vois une pomme. Ensuite, vous lui dites, avec la main gauche, prends l'objet que tu vois. Et là, il va prendre le stylo. Parce que c'est pas le même hémisphère et que les deux ne communiquent pas. Et si vous lui demandez pourquoi, il vous trouvera une raison. Parce que notre cerveau, il fait comme ça, qu'il essaiera toujours d'essayer de redevenir cohérent. Donc chez les poules, la latéralisation est très marquée et elle est très importante. Par exemple, c'est ce que vous voyez là, quand un poussin éclot, si vous regardez, vous verrez que le poussin éclot toujours l'œil droit contre la paroi. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de la lumière. Et c'est la réception de la lumière qui va permettre de faire une très bonne latéralisation. Et en général, ce sont des oiseaux qui auront des meilleures capacités intellectuelles à l'âge adulte et qui auront des meilleures compétences sociales à l'âge adulte. Et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du langage, mais si les poussins ne sont pas du bon côté et qu'ils ne reçoivent pas de lumière, l'embryon piaille et demande à la mère de tourner l'œuf. L'embryon, hein, il n'est pas né. On y reviendra. Oui, donc là typiquement on va voir l'importance de la latéralisation et à quel point c'est hyper dur de se projeter dans la tête de ces oiseaux. Cette expérience fonctionne de manière suivante. Il y a une boîte avec de la sucre. Au milieu, on va cacher de la nourriture. Donc le poussin, au départ, est-ce que je peux faire pause? Je crois que je peux faire pause. Tac. Donc, le poussin, au départ, va chercher la nourriture au hasard. La nourriture est vraiment pile au milieu. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la seule information qu'il a, c'est la distance entre les murs, pour repérer où se trouve le centre. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, on relance. Bon, alors en anglais, parce que je l'avais fait en anglais pour un chercheur, pour le chercheur qui a fait l'étude, en fait, qui voulait l'animation. Donc, là, voilà, là, il trouve la nourriture et il est heureux. Ensuite, on va refaire la même chose, et cette fois-ci, on va mettre, là, je crois que c'est là où je montre que, voilà, il sert des espaces, des distances, pour savoir à peu près où est le milieu. Donc, il trouve facilement. Ensuite, on le laisse avec les deux yeux libres. Donc là, je montre que soit on va lui masquer un œil, soit on va lui masquer l'autre œil. J'aime beaucoup Patrick Jane. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un point de repère au centre. Ils vont mettre un cylindre rouge au centre. Donc cette fois-ci, on va avoir deux types d'informations. On va avoir une information locale, le point de repère, et une information globale, l'espacement avec les murs. Oh, ça va vite m'énerver ça. Hop, on va avancer. Tac. Oui, on a compris. Allez. En fait, à la base, c'est une vidéo qui est sur une autre vidéo où je parle. Donc en fait, en même temps où je parle.
Voilà, ah oui, effectivement, si on peut modifier la taille de l'arène, ça ne change pas la capacité du poussin à repérer le fait que ce soit le milieu, parce qu'il se sert de la distance relative. Il ne se sert pas d'un nombre de pas ou d'un truc comme ça. C'est vraiment la distance relative des deux nids. Donc ensuite, on va rajouter ce bon vieux cylindre rouge. C'est pour ça qu'elle doit longtemps. Voilà, ça y est, le cylindre rouge, et donc la nourriture est au pied du cylindre rouge. Donc maintenant, le poussin peut se servir du cylindre rouge. Et au test, et c'est là où c'est vicieux, pendant l'entraînement, le cylindre rouge est posé au niveau de la nourriture. Mais au moment du test, le cylindre est décalé dans un angle. La nourriture est dans le milieu. Et la nourriture est toujours au même endroit. Et donc là, le poussin peut utiliser différentes choses. Soit il utilise le point de repère, information locale, soit il utilise la distance, information globale, soit il utilise les deux et il va être bien emmerdé. Qu'est-ce qui se passe quand on a un poussin qui a les deux yeux de... alors, je précise quand même que le poussin n'est pas blessé ou quoi que ce soit. Ils mettent juste comme un petit bandeau en fait sur l'œil pour qu'il ne voit pas d'un certain œil. Il n'y a pas du tout d'opération, de quoi que ce soit, il n'y a pas de violence sur le poussin à ce moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le poussin qui a les deux yeux, le poussin binoculaire, il est complètement perdu. Il part un peu, machin, et finit par quand même trouver la nourriture au milieu. Le poussin qui a l'œil gauche visible, lui, n'est pas du tout perturbé. Il va droit au centre. Ça veut dire que le changement d'information locale ne le perturbe pas. Le poussin qui va avoir accès à son œil droit, lui, un jour, va partir directement sur le point de repère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon l'œil qui est accessible, le poussin ne résonne pas de la même manière. En gros, vous avez trois poussins différents. Alors que c'est juste qu'en masquant l'œil, parce que les parties du cerveau qui traitent l'information ne traitent pas la même information. Et chez nous, on va retrouver un peu ce genre de choses aussi, mais comme les deux hémisphères communiquent très bien, ça se voit pas. Même chez les patients speed brain, là où on a coupé le truc, ça se voit pas beaucoup. Mais chez les poules, ça ressort énormément en fait. Dès que vous masquez un œil, sur certaines choses, comme le repérage spatial, ça a des impacts énormes. Sur d'autres choses, ça n'a pas d'impact du tout. Mais chez nous, les gens qui n'ont qu'un œil aussi sont déphasés alors quand même. Non, parce que justement, l'œil envoie des deux côtés. Mais ça serait une poule, ça causerait vraiment un gros changement. Ouais. Et donc voilà ce qu'on sait à peu près aujourd'hui chez les poules, c'est que l'œil gauche, donc l'hémisphère droit, gère la représentation spatiale, donc globale, les distances relatives au mur, l'apprentissage et la mémorisation d'informations globales, bon, voilà. La détection rapide des prédateurs, c'est pour ça que si jamais vous voyez par exemple un coq qui est en train de manger, qui d'un coup tourne la tête et commence à regarder en haut. Pourquoi je dis un coq? Simplement parce que les prédateurs aériens sont plutôt la gestion des mâles. Le coq va commencer à regarder de l'œil gauche, c'est qu'il est en train d'essayer d'identifier un prédateur. Si vous voyez, vous approchez d'une poule et que la poule tourne et vous met dans l'œil gauche, c'est qu'elle est en train d'essayer de vous identifier. Reconnaissance des visages et des individus, donc pareil, si une poule a besoin d'identifier un individu qui s'approche d'elle, elle aura tendance à tourner l'œil gauche dans sa direction. Et tout ce qui traite de l'apprentissage social, de la cognition sociale. L'hémisphère gauche et l'œil droit, ça va plutôt avec les détails, ça va plutôt avec l'espace local, la discrimination précise des éléments, c'est-à-dire par exemple, il faut avoir un individu qui va être en train de regarder les prédateurs avec l'œil gauche, et avec l'œil droit faire la différence entre les grains et les graviers qui sont par terre, par exemple. Et la création de signaux intentionnels, c'est-à-dire la communication. Puisque, comme chez nous, c'est l'hémisphère gauche qui traite en priorité la communication. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que chez quasiment tous les animaux dotés de cerveau, on a une latéralisation, et on se rend compte que c'est vachement conservé en fait. On retrouve à peu près les mêmes tâches des mêmes côtés. Encore une fois, c'est pas aussi scindé que ça. La communication, c'est vraiment des grandes lignes. Alors, oui, en petit comme ça, ça paraît effrayant. Pour ce qui est du self-control et de l'anticipation, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, on entend dire oui, les animaux ils vivent dans le présent, ils ne sont pas capables de se retenir, ils vivent dans des impulsions, etc. Et on a fait des tests sur le self-control chez les poules. On a tenté le coup. On a dit est-ce que les poules sont capables de faire preuve de self-control? Les résultats, c'est non. Au début, c'était non. Mais ils ont refait des tests. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ils ont fait des tests où les poules devaient rentrer, donc là ce que vous voyez c'est une espèce de boîte avec de la nourriture, donc la boîte ici, là, c'est de la nourriture. Et ensuite vous avez une lumière qui va s'allumer, soit verte, soit rouge. Et donc la poule doit apprendre que si elle appuie sur vert, il faut qu'elle attende 2 secondes et elle aura 3 secondes de nourriture. Rouge, il faudra attendre, je sais plus, je crois que c'est 3 secondes pour 6 secondes ou quelque chose comme ça. Et on se rend compte que les poules choisissent invariablement le truc impulsif. Elles veulent la bouffe tout de suite. J'attendrai pas, j'attendrai pas, j'attendrai pas.
Et si, non, ouais, non, c'est 6 secondes et 7,5 secondes d'accès. Donc c'est beaucoup plus long, c'est 2 secondes et 3 secondes, et 6 et 7,5. Donc il faut attendre 6 secondes avant d'avoir accès à la nourriture. Donc là, on se rend compte que bon, les poules, elles veulent pas trop. Et ensuite, on s'est rendu compte sur d'autres espèces que souvent, les tests n'étaient pas assez intéressants pour l'animal. Et donc ils ont essayé de changer, ils ont fait une catégorie de jackpot. C'est-à-dire où la poule ne devait attendre que 6 secondes, mais elle avait accès à 22 secondes de nourriture. Donc on pouvait manger pendant beaucoup plus longtemps. Et bien à ce moment-là, on se rend compte que les poules choisissent invariablement la réponse self-control, à partir de là. Parce que là, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que la différence entre j'ai 3 secondes d'accès et j'ai 7 secondes 5 d'accès, a priori, n'était pas assez importante. Alors que le même temps d'attente pour 22 secondes, là, ça vaut le coup d'attendre. Donc on a montré à ce moment-là que les poules sont capables de faire preuve de self-control. Alors, on voit pas bien parce que le schéma est petit, mais ça, c'est les poules sur le 6 secondes, 7 secondes. Et plus vous êtes haut, plus vous faites preuve de self-control. Donc on voit que c'est pas terrible, hein, 6 secondes, 7 secondes. En revanche, les 22 secondes, elles sont tout en haut. Et on a montré aussi que les poules sont capables de se retenir, d'appuyer sur des délais jusqu'à 6 minutes sur un bouton pour pouvoir avoir à manger. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc qui apparaît sur un écran, il s'éteint, et si on appuie sur l'écran avant 6 minutes, il n'y aura pas de récompense. Si on appuie sur l'écran après 6 minutes, on aura une récompense. Et on se rend compte qu'effectivement, dans les alentours des 6 minutes, le pic de picorage sur l'écran monte progressivement et redescend après 7 et 8 minutes. Donc elles ont en plus une notion du temps avec ça. Et on sait qu'elles sont aussi capables d'anticiper, et pire, on est capable de comprendre ce qu'elles sont en train d'anticiper dans une certaine mesure. Parce qu'on va en parler dans le langage, les poules ont des sons très précis pour des choses assez précises. Et par exemple, ils ont fait une expérience où ils jouent des sons, et le son annonce que les poules vont recevoir soit un peu de substrat pour faire un bain de poussière, ou soit des verres de farine qu'elles aiment bien, ou soit des grains normaux. Et on se rend compte que quand on joue le son, qui correspond à ce qui va arriver, les poules font des sons différents, en attente de ce qui va arriver. Donc elles sont capables d'anticiper ce qui va arriver, et nous on est capable, avec les vocalisations qu'elles font, de comprendre qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train d'anticiper. Donc les poules font preuve d'anticipation, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est des animaux qui ne vivent pas du tout dans le présent, qui sont tout à fait capables de comprendre ce qui se passe, de prendre des décisions par rapport à ce qu'elles ont appris, etc. Alors cette étude-là, et celle-ci, c'est la première fois que je l'intègre dans cette conférence, c'est celle-là dont je te parlais, c'est une étude qui a été faite sur des pigeons et sur des poules. C'est une étude de métacognition. La métacognition, c'est le fait d'être capable de savoir ce que je sais. Pourquoi je ne la mets pas? Parce que les poules n'ont pas réussi toutes les expériences de cette étude, et parce que une seule étude n'est pas suffisante pour pouvoir vraiment conclure. Mais le résultat est quand même relativement intéressant. Dans cette étude, les poules, on les met devant un écran d'ordinateur. Sur l'écran d'ordinateur, en haut, il y a un bouton, ce qu'ils ont appelé le self-start, où les poules doivent picorer dessus pour dire on démarre le jeu. Là, l'écran s'éteint pendant 1 à 3 secondes, et ensuite, comme on peut le voir, attendez, je vais faire un truc. J'ai un point rouge, je vais utiliser le point rouge, ce sera mieux. Que tout le temps bouger, puis pour la captation, ce sera peut-être mieux. Poitant, 6 secondes. 6 secondes. Oui. Donc, ensuite, on les allume là, et on se rend compte qu'elles ont 3 points d'une certaine couleur et un point d'une autre couleur. La bonne réponse, c'est le point qui n'est pas de la même couleur que les autres. Concept de différence, du reste. Et ensuite, on les laisse plus ou moins attendre, et surtout, on leur laisse le choix. Ensuite, il y a 2 symboles. Un qui est « je valide ma réponse », et dans ce cas-là, on pourra avoir la récompense au maximum. L'autre, « je ne valide pas ma réponse », et dans ce cas-là, on aura quand même une récompense, mais plus faible, et si on se trompe, on n'a rien du tout. Et bien on se rend compte que plus ce symbole-là a une couleur ressemblante aux autres, et plus la poule va cliquer sur « je ne valide pas ma réponse » pour avoir quand même une réponse plus faible. Donc il semble qu'elles sont capables de se rendre compte qu'elles ont répondu faux à la question, et qu'elles préfèrent dire « je ne valide pas, je préfère une petite récompense parce que je ne suis pas assez sûr de ma réponse ». On n'a qu'une étude là-dessus, ça n'a pas été répliqué, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est un résultat qui est quand même extrêmement impressionnant, parce que la métacognition, ça fait partie des choses qui... c'est les capacités intellectuelles les plus élevées normalement. Ça fait vraiment... tout ce qui traite de la conscience de soi, typiquement la métacognition en fait partie. Donc c'est vraiment un très gros truc. Et les pigeons réussissent très très bien, ils réussissent même un peu mieux que les poules. Mettre à jour la protection aussi, très bien, on fera ça plus tard. Je valide dans le dernier mot.
Et d'ailleurs, il y a une étude qui laisse pointer l'existence d'un type de métacognition chez les abeilles aussi. Bref. Permanence des objets. Alors ça, c'est pareil, pendant longtemps, ça s'est étudié chez beaucoup d'espèces. On pensait que, chez beaucoup d'espèces, quand on cache quelque chose, chez beaucoup d'animaux, quand on cache un objet, l'objet cesse d'exister. La permanence des objets, c'est le fait que l'objet continue d'exister même quand on ne le voit pas. Chez les très jeunes enfants, il n'y a pas de permanence des objets. Les très jeunes enfants, on cache un truc, ok. Et progressivement, ils vont passer par différents stades. Parce qu'il y a différents stades, il y a 6 stades, un peu plus. Enfin, il y en a 6 globalement, de ce truc-là. Et on a fait le test chez les poules. Est-ce que les poules, quand on cache quelque chose, sont capables de savoir qu'ils continuent d'exister? Alors, il y a eu des tests de détour qui ont été faits. Genre ça par exemple, ils sont très intéressants, où là il y a une petite capsule que le poussin veut aller chercher, et là il y a un grillage. Du coup si le poussin est capable de faire preuve de permanence des objets, il est capable de se retourner, de faire un détour, de le perdre de vue, et toujours savoir où est son but. Le poussin y arrive très bien. Donc là on est dans un bon niveau de permanence des objets déjà, parce qu'on a en plus un test de détour. Voilà, ça c'est le début. Sauf qu'il y a un truc qu'il va falloir vraiment assimiler, c'est que les poussins, et les poules d'une manière générale, sont en matière logico-mathématique des brutes, des vrais brutes. Ça, c'est Giorgio Valortigara qui explique l'étude. Alors, je vais quand même d'abord expliquer un truc. Donc, ça, on va en voir beaucoup d'expériences comme ça. Tout d'abord, j'explique un phénomène qu'on appelle l'empreinte, qu'on retrouve chez les oiseaux. Quand un jeune oiseau naît, notamment chez les poules, dans les premières heures de sa vie, il va s'imprégner sur les individus qui sont autour de lui, sa mère, ses frères, ses sœurs, et ensuite il les suivra toujours. C'est pour ça que vous avez des gens qui se baladent avec des canards, des canetons derrière eux, parce que les canetons les ont pris entre guillemets, pas pour la mère, mais en tout cas c'est leur référent principal. Et donc dans ce genre d'expérience, et là clairement on peut parler de problème éthique, dans ce genre d'expérience, ils sont imprégnés sur des capsules Kinder, pour qu'ils aient envie de rejoindre les capsules Kinder. Et on verra que ça va avoir une importance sur les capacités numériques. Et donc là, ce qu'ils vont faire dans cette étude-là, c'est qu'ils vont donc prendre les capsules et les cacher derrière des petits écrans. Et ensuite, ils immobilisent donc le poussin dans une petite boîte de plexiglas, et on le laisse là un certain laps de temps, et ensuite on le libère, et on voit s'il se souvient toujours que le truc est là. Et on se rend compte que qu'ils y arrivent très bien, même après 1, 2, 3 minutes, il n'y a pas de souci. Ils ont même des résultats qui améliorent les chevaux, on va dire, finalement, le mec. Voilà, et là on leur bloque carrément la vision, ils ne voient plus du tout ce qui se passe. Là, ils enlèvent en fait la capsule pour pas qu'ils puissent se servir d'autres indices, genre l'odeur ou des trucs comme ça. Et même après 1 minute, voilà. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'après 1 minute, même avec complètement à vision obstruée, ils y arrivent vraiment très bien, ce qui est équivalent à ce que font les primates. Oui, mais ça, c'est rien. J'ai une petite question. Oui. Vous faites des tests sur les petits poussins. Je fais pas de test. Pardon? Moi, je fais pas de test. Mais oui. Bon, les tests sont faits sur les petits poussins. Et ça veut dire que si on prenait par exemple un enfant, on ne pourrait pas évaluer un adulte par rapport à l'enfant. Est-ce que... Alors, en fait, il y a une différence, c'est qu'on a affaire à des animaux qui sont précoces. C'est-à-dire que quand les poussins naissent, ils ont quasiment toutes les capacités des adultes, à peu de choses près. Donc c'est pour ça que quand on va parler des compétences numériques, les compétences numériques d'un poussin de 5 jours, elles cassent sur un coin de table celle d'un enfant. Parce que les poussins arrivent et ils sont à bloc tout de suite, ils sont capables de se débrouiller tout de suite. Ce qui n'est pas le cas des enfants. On est en retard par rapport aux animaux. On est toujours d'ailleurs. Maintenant, je comprends. Donc, et après, voilà, il y a toujours de toute façon ce grand truc, c'est que quasiment toutes les études ont été faites par lui et ses équipes. Ce qui fait qu'effectivement, on peut se poser des questions sur les problèmes éthiques d'imprégner les oiseaux sur des capsules, les imprégner sur des compagnons sociaux, etc., etc. Mais un autre truc important à savoir, c'est que si on n'avait pas les études de Valortigara et de son équipe, on n'aurait à peu près rien sur les poules. C'est eux qui ont quasiment tout fait. Et c'est là aussi où, sur les animaux d'élevage par exemple, il y a plein de trucs qui nous manquent parce qu'il n'y a personne qui s'est mis dessus à fond. Et eux, ils ont travaillé sur les aptitudes logico-mathématiques et sur les séparations hémisphériques. Et en fait, quasiment tout vient de lui. Ce gars-là, il a quasiment tout fait lui tout seul sur les poules. Ça vient d'un documentaire qui est en ligne sur YouTube, qui est génial. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille. Qui s'appelle... c'est marqué après. Alors... Donc là,
ce qu'on voit, c'est que les poussins ont été imprégnés sur un grand cylindre fin, et les autres ont été imprégnés sur un petit cylindre de diamètre plus important. Okay. Donc là, on est toujours sur une permanence des objets. Mais alors là, on est sur un autre niveau de permanence des objets. Pendant le test, ils montrent, donc lui par exemple, il a été imprégné sur le grand fin. Ensuite, ils montrent qu'ils vont le rapprocher des deux écrans et le cacher derrière les écrans. Sauf que le piège arrive là, il masque la vision du poussin, et ils vont enlever les deux écrans et les remplacer par un écran qui peut cacher la capsule et un écran qui ne peut pas cacher. Celui-ci est trop petit. Mais il n'y est plus le truc. Vous voyez, par exemple, là il monte avec l'autre. Un seul peut cacher le truc. Mais il n'y est plus là. On libère le poussin. Et le poussin va à gauche. Derrière le seul écran qui peut cacher la capsule. À chaque fois. Quasiment. Ça, c'est badass. Ça, c'est quoi? Badass, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'ils ont des bases de compréhension de la forme des objets, de la solidité des objets, ils ont des bases de compréhension physique. Voilà, bon, allez, ça c'était marrant. Maintenant, on va aller encore plus loin dans le délire. Et ça, excusez-moi, vous dites que ça a été fait quand ces expériences? Alors, celle-là, c'est une étude. Je pourrais pas donner la date exacte de celle-ci, mais elle doit... Non, parce que ça, c'est celle d'après. Celle-ci, voilà, le documentaire s'appelle Thoughtful Boards in Action. Elles ont été faites dans les années 2010, à peu près. Ces études. Oui, de toute façon, la plupart des études vraiment intéressantes, moi qui ai beaucoup travaillé sur les poissons, quasiment tout ce qu'on a sur les poissons, c'est 2012 aujourd'hui. 80% de la littérature intéressante, c'est ça. Alors, si ça vous a impressionné, on va monter d'un cran encore. Sur ce protocole-là, toujours Valor Tigara, qui est là, on a une arène en forme de triangle avec un poussin. Et nous avons... Tac. Alors, voilà comment est faite cette étude. L'arène est triangulaire, le poussin est là. Quand je dis des poussins, c'est quasiment toujours des poussins qui ont entre 1 et 5 jours. C'est vraiment des bébés qui viennent de là. Là, vous avez deux écrans qu'on voit ici. Donc l'écran là c'est celui-ci, l'écran là c'est celui-ci. Ils cachent deux petites assiettes avec des récompenses. Okay, ça, c'est un verre de farine. Donc le poussin, lui, va aller manger le verre de farine. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont mettre sur les écrans des motifs. Vous allez voir que là, on a un motif qui va apparaître. Rond, croix, rond, et rond, rond, croix. Les poussins vont apprendre que la nourriture est toujours localisée derrière rond, croix, rond, et jamais derrière rond, croix. Peu importe lequel côté vous le mettez. Et ensuite, les chercheurs vont être vicieux, ils vont changer les motifs. Et si vous regardez bien, la structure est la même. Tout à l'heure, on avait rond, croix, rond, A, B, A, et croix, croix, rond, je crois, B, B, A. Non, A, B, A, A, B, 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 A. Et bien, si on change la structure, enfin, si on change les formes géométriques, mais qu'on garde le même pattern, les poussins se dirigent sur le même pattern. Ça veut dire qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est les patterns, c'est la structure qui compte et non pas les motifs. What? Et ça, c'est les résultats. C'est-à-dire ça, c'est si c'était de la chance. Et ça, c'est 100% de réussite. Donc on est quand même à du bon 85% de réussite. Hein. Donc c'est... À 5 jours, hein. Oui, c'est des bébés. Donc c'est extrêmement balèze comme résultat. Et en plus on se rend compte, alors je ne vais pas rentrer en détail, mais ils ont fait des tests, ils ont aussi fait avec des chevaux et des poules sur est-ce qu'ils comprendront mieux des suites logiques que des suites pas logiques. Et ils comprennent mieux des suites logiques que des suites pas logiques en plus. Ok, très bien. On remonte encore d'un cran. Les compétences mathématiques. Alors déjà, une première chose, c'est qu'on a... Oui. Une des premières choses, c'est qu'on a montré que les poussins possédaient la notion de nombre ordinal. C'est-à-dire ordinal, c'est sa position dans une suite. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ce qu'ils ont fait, c'est simple, c'est qu'ils mettent... Les poussins rentrent dans une arène, il y a une planche de bois avec 10 trous dedans, qui sont tous fermés. Le poussin avance, il doit taper sur le trou du bon nombre correspondant, par exemple, ils leur ont appris le quatrième, il doit avancer jusqu'au quatrième, taper dessus, là on l'ouvre et ils ont accès à la nourriture. Okay, et on se rend compte qu'ils sont capables d'apprendre le troisième, le quatrième ou le sixième. Bon, là déjà, et même si vous changez le nombre de ronds, si vous espacez les trous, si vous en mettez moins, on s'en fout. On se rend compte que tous les contrôles qu'on a fait, c'est bien le quatrième qui compte. Et là ils ont été vicieux, c'est qu'ils ont fait le test en disant, qu'est-ce qui se passe maintenant si on les entraîne comme ça,
et on les remet dans une arène, mais cette fois-ci, le truc est tourné de 90 degrés. Et bien les poussins y arrivent très bien, ça pose aucun souci. Mais il y a deux quatrièmes positions. Vu que vous avez 10 trous, vous avez le quatrième en partant de la gauche, et vous avez le quatrième en partant de la droite. Et on considère que compter de gauche à droite, c'est quelque chose qui est culturel. Parce qu'on a d'autres cultures humaines qui comptent de droite à gauche. Voilà les réponses des poussins. Ça, c'est les 3 à l'horizontale. On voit que sur quasiment tous les poussins, il n'y en a que 3 qui sont allés en partant de la droite, et quasiment tous ont commencé en partant de la gauche. Et en fait, a priori, dans la façon dont est organisé le cerveau, on a tendance à compter de la gauche vers la droite. Et on se rend compte en plus qu'il y a vraiment un lien entre l'espace et les quantités qui est très imprimé dans le cerveau de toutes les espèces animales. Et c'est ce qu'on appelle l'effet SNARP, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les petites quantités sont plus faciles à gérer quand elles sont en bas à gauche de notre champ de vision. Et les grandes quantités sont plus faciles à gérer quand elles sont en haut et à droite de notre champ de vision. Voilà, c'est valable pour les humains, c'est valable pour la plupart des espèces qui ont été testées. Et on se rend compte effectivement, donc là c'est les résultats quand il a cliqué sur le quatrième, on se rend compte qu'il clique parfois un peu sur le troisième et surtout sur le quatrième, et qu'il compte en partant de la gauche. Bon, ça c'est bien, mais on peut aller plus loin. Ensuite, ils ont fait des tests pour savoir si les poussins étaient capables d'additionner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entraîné des poussins sur 5 capsules Kinder. Ensuite, ils les ont mis dans la petite boîte en plexi qu'on a vu tout à l'heure, et une par une, ils ont pris les capsules et ils les ont mis, une à gauche, puis une à droite, puis une deuxième à gauche, puis une troisième à gauche, puis une quatrième à gauche. Le poussin n'en voit plus aucune. Et à chaque fois, il n'en a vu qu'une seule. Parce qu'on les a mises une par une. Il y en a 4 à gauche, une à droite. Quand vous libérez le poussin, il va à gauche. De mémoire, ici, il y en a 4. Déjà ça, franchement, mais évidemment, c'est pas tout. Maintenant, ce qu'ils ont fait, voilà, là c'est le même début. Ils en mettent un à droite et 4 à gauche. Donc là, on a des additions. Si on libère le poussin maintenant, il part à gauche. Sauf que là, il transfère un objet de la gauche vers la droite et un autre objet de la gauche vers la droite. Et le poussin. On va juste résumer ce qu'on vient de voir. On a un poussin qui a vu 4 capsules disparaître une par une. Donc il a additionné 1, 2, 3, 4. Une là-bas. Ensuite, il en a vu juste une bouger d'un côté, puis une autre. De mémoire, il savait qu'il y en avait 4 à gauche et une là-bas, et que quand on en a enlevé 2, il y en avait plus maintenant à droite qu'à gauche, et il va à droite. What? Et alors en plus, ils ont voulu contrôler, parce que comme c'est le genre de découverte que les gens ils vont dire, bien sûr, ouais. Donc ils ont fait 40 000 contrôles derrière pour vérifier. Par exemple, une des suppositions, c'était, est-ce que le poussin ne suit pas juste la direction des capsules? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait 4 à gauche, une à droite, mais ils en ont déplacé qu'une. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le mouvement va bien de la gauche vers la droite, mais il y en a, la majorité reste à gauche cette fois-ci. Et là, les poussins vont à gauche. Donc, Ils ont une capacité qui garde adulte. Ah bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ah oui, ça c'est les capacités adultes, petits adultes, c'est à peu près les mêmes bestioles. Heureusement que ça évolue pas, parce que si c'est quand même une seule le monde serait gouverné par les poules. Ah, ça c'est pas les humains. Alors maintenant, en matière d'apprentissage social, on a pas mal de trucs intéressants chez les poules. Par exemple, on sait qu'elles font au moins une base d'inférence transitive. Alors qu'est-ce que c'est l'inférence transitive? C'est le fait d'être capable de comprendre des organisations hiérarchiques uniquement en regardant les conflits entre différents individus. Par exemple, là dans cette expérience, on a une poule qui observe une bataille entre une poule qui lui est dominante et une poule qu'elle ne connaît pas. Et ensuite, selon les résultats de la bagarre, on va la mettre en rapport avec cette poule qu'elle ne connaît pas et voir comment elle agit. Et bien on se rend compte que quand la poule s'est fait dominer par la dominante et qu'on les met toutes les deux en face, et bien la poule focale, on va dire la poule qui nous intéresse, va avoir tendance à agresser l'autre. Parce qu'elle se dit, bon bah, j'ai ma chance. Si en revanche l'étrangère a soumis la poule dominante, quand on les met toutes les deux en présence, la poule qui nous intéresse, elle s'aplatit. Non, non, mais c'est bon, vas-y. Et si on la met dans des situations où c'est deux poules qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vues, ou même si on prend une poule étrangère qu'elle n'a pas vue avant, même si la dominante vient de la battre ou de perdre, et ben à ce moment-là c'est du 50-50 parce qu'elle n'a rien vu, elle ne connaît pas. Alors on a d'autres formes d'apprentissage social aussi, mais on se rend compte voilà, qu'il y a déjà ça. On sait que les poules sont capables d'apprendre en regardant les autres poules et l'ordre hiérarchique de la poule qu'elles observent a une importance. On se rend compte que les dominantes sont plus importantes pour enseigner aux autres que les subalternes.
Peut-être parce qu'elles sont plus charismatiques, peut-être parce qu'elles ont un meilleur taux de réussite sur les différentes choses, même si on a testé de manipuler, même quand elles ont des mauvais taux de réussite, elles sont quand même des meilleurs. Je ne vais pas dire enseignantes parce que dans ces trucs-là, on n'est pas exactement dans l'enseignement, on va en voir juste après du vrai enseignement, mais en tout cas, elles sont des modèles plus efficaces. Et on s'est dit pendant un moment aussi, c'est peut-être parce qu'elles sont plus grosses. Du coup, ils ont fait des expériences en remplaçant avec des coqs, et les coqs ne sont pas du tout bons, ils n'attirent pas le regard de la poule de la même manière. Donc les dominantes, pour une raison qui nous échappe aujourd'hui, sont d'excellents modèles sociaux pour les autres poules qui se servent. Une connaissance des phéromones chez la poule qui pourrait être dominante justement? Pas grand-chose à ma connaissance. Alors, dans les apprentissages sociaux, donc on sait qu'elles peuvent aussi apprendre. Alors ça c'est marrant parce que c'est un documentaire que la PMF avait fait sortir. Donc là on voit des poules qui apprennent en regardant un écran de télé. Elles apprennent qu'il y a une gamelle qui est cachée dans la sueur, qui est rouge et qui a la nourriture, et une autre qui est jaune, je crois, et qui n'en a pas. Et donc en voyant la poule dessus, elles vont... Non, du tout. Elles vont fouiller, et quand elles vont trouver la rouge, elles vont manger dedans, alors que si elles voient une jaune, elles laisseront tomber. Mais une chose qui est marrante, c'est que quand on voit cette étude-là, on se dit, ah ouais, putain, elles apprennent en regardant une télé. Ça, c'est une télé 60 Hz. Les poules en dessous de 80 Hz, c'est des saccades. Donc là, elle voit des diapos, elle ne voit pas une vidéo. Nous, on voit une vidéo, parce que nous, on capte moins d'informations. Mais elles, en fait, là, cette étude, elle ne montre pas qu'elles apprennent en regardant une télévision. Elles ont vu des diapositives, en réalité. Alors après, on a refait des tests avec des télés avec plus de... Et donc là, on voit qu'elles ne picorent que dans les gamelles rouges, parce que c'est ce qu'elles ont vu faire l'autre à la télévision. Donc ça peut être de l'influence sociale, etc., etc., mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, des poussins. Si vous mettez un poussin dans un enclos, séparé d'un autre poussin par un grillage. L'autre poussin, vous lui donnez deux types de grains. Des grains normaux, qui sont comestibles, et des grains chromés, avec une couleur un peu chromée, qui ont été trempés dans de la quinine. La quinine, c'est amer. C'est pas du tout toxique pour les animaux, mais c'est amer. Quand l'observateur va regarder l'autre, il va le voir toucher les perles chromées, l'autre va avoir un mouvement de dégoût. Dès qu'il va sentir le goût amer, il va le recracher, il va refuser d'y toucher, etc. Et à ce moment-là, l'observateur refuse également de toucher les grains amers si on les lui présente. Et 24 heures plus tard, il refuse toujours de toucher les grains amers, alors qu'il les a jamais goûtés. Et un truc super fou qu'on voit chez les poules, on a la même chose entre les poules et les poussins. Et là, on a de l'enseignement. Parce que pour parler d'enseignement, il faut que plusieurs critères soient remplis. Il faut que, l'enseignant paye un coût, c'est-à-dire que ça lui coûte quelque chose de le faire. Ou en tout cas qu'il ne gagne rien. 2, il faut qu'il ne fasse ce comportement que quand il y a un apprenant naïf à côté de lui, sinon ça n'a aucune valeur. 3, il faut que l'apprenant apprenne quelque chose de ça, qu'il n'aurait pas appris autrement, ou en tout cas moins vite. Or, les poules, dans un peu la même étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont habitué des poules, ils leur ont donné deux types de grains, alors on va dire des grains verts et rouges pour que ce soit plus facile à reconnaître. Les verts sont comestibles, et les rouges sont trempés dans de la quinine. La poule apprend à manger ça, ok, très bien. Ensuite, on la met dans un enclos séparé par un grillage de ses poussins, et aux poussins, on leur donne des grains verts et des grains rouges, qui sont totalement comestibles. Il n'y en a aucun qui est trempé dans de la quinine. La poule est de l'autre côté. Quand les poussins sont en train de manger des grains verts, la poule est totalement zen. Quand les poussins commencent à attaquer les grains rouges, la poule devient folle. Elle commence à vocaliser, à les appeler, à taper par terre pour les faire venir, parce que pour elle, ils sont en train de manger des grains qui ne sont pas comestibles, et donc elles corrigent leurs erreurs. Donc on a montré en plus qu'elles sont sensibles aux erreurs des poussins pour corriger l'enseignement. On a vraiment affaire à un vrai niveau d'enseignement. C'est hyper impressionnant. Et là, on a une étude qui ressemble un peu à ça. En fait, la personne qui a fait l'étude dont je parle a probablement répliqué ça de cette manière-là pour le documentaire, parce que c'est la même qui l'a fait. Donc ce qu'on va voir ici, c'est des poussins qui mangent des verres de farine. Donc eux, ils ont une gamelle rouge et une gamelle jaune aussi, je crois. Et dans les deux, il y a à manger. Donc pour eux, il n'y a pas de souci. Mais pour la mère, il y a à manger que dans la jaune. Elle n'a jamais vu à manger dans la rouge. Donc là, la mère, littéralement, elle est en train de se dire, ils sont en train de manger de la sueur, c'est con. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Elle s'en rend compte. Autant me dire, what? J'ai fait ça, moi? C'est mes gosses? Donc, au départ, elle est un peu inquiète, elle se dit, bon, bah, j'ai fait des cons, quoi. Mais là, on ne l'entend pas parce que je sais pas son, mais elle commence à faire une espèce de petit gloussement dont on parlera après, qui les appelle. Et ensuite, elle va commencer à faire du bruit en se frottant le bec sur les parois du truc et en faisant un appel de nourriture pour inciter ses poussins à arrêter de manger de la sueur comme des cons, alors qu'eux, ils ont des verres, il n'y a pas de souci. Voilà, là, elle est en train d'essayer de les appeler, par différents moyens. Bon. Ça sert aussi à nettoyer le bec, mais ça sert à plusieurs choses. Et là, les poussins s'en rendent absolument pas compte. Donc là, forcément... Elle pousse la gamelle. Et là, on va voir. Et voilà, ça, il y a un poussin qui vient de réaliser, qui s'est dit, maman, ah ok, d'accord. Et hop, ils changent tous les deux. Sachant que pour eux, les deux sont bons. Mais ils ont suivi le conseil de la mère. Donc c'est un peu la même étude que celle qu'on a vue
Comme chez nous quand même, hein, parce que nous on ne suit pas toujours les conseils. Non, mais eux non plus. Hein. Et au niveau empathie, il y a un autre truc très intéressant. On a voulu vérifier si les poules avaient été capables de générer de l'empathie pour leurs poussins, la vraie empathie. Alors l'empathie, il y a deux niveaux. Il y a un niveau purement émotionnel, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est en état de panique, je rentre en état de panique. Je ne comprends pas pourquoi la personne est en état de panique, mais je rentre en état de panique. C'est complètement émotionnel, c'est pas conscient. Et il y a les états, il y a la partie cognitive de l'empathie, c'est-à-dire je comprends ce qui provoque la peine chez l'autre et je partage sa peine. Par exemple, je comprends qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans son entourage. Moi, ça ne me fait pas de peine, mais je sais que ça fait de la peine à l'autre, donc par extension, etc. Donc déjà, est-ce que les poules font preuve d'empathie émotionnelle? Pour tester ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les poules dans des boîtes avec un petit projecteur d'air, donc un truc qui est comme ça régulièrement. Donc on leur lance dans le visage, donc là les poules... Bon, on se rend compte que c'est un truc un peu menaçant pour elles. Ça leur fait rien du tout, hein, mais c'est juste un petit peu menaçant, elles n'aiment pas trop. On se rend compte qu'elles font un peu d'hyperthermie, tout ça. Bon. Oui. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend leurs poussins et qu'on les met dans une boîte. Et là, pareil, plusieurs possibilités. Donc la machine fait du bruit aussi, elle fait pute. Si les poussins, alors s'il y a la poule et les poussins, la poule reçoit le souffle, le comportement reste le même. Si les poussins reçoivent le souffle, là c'est pareil, ça vient de la folie. La poule monte en hyperthermie, elle se met à vocaliser comme une dingue, elle essaie d'aller chercher ses poussins, même si les poussins réagissent peu en fait. Mais la poule monte complètement en panique, et s'il y a juste le bruit, ça reste relativement zen dans tous les cas de figure. Donc c'est vraiment le fait, c'est souffler sur les poussins. Donc déjà, on sait qu'il y a une empathie émotionnelle qui se produit chez la poule, puisque c'est des réactions qui ne se produisent que quand elle estime que ses petits seront en danger. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elles sont capables aussi de faire preuve d'empathie cognitive, c'est-à-dire le niveau max, j'ai envie de dire, le niveau supérieur. Pour tester ça, ce qu'ils ont fait, c'est que, pareil, une nouvelle boîte, avec une partie, alors c'est pas toujours ces couleurs-là, mais c'est pour que ce soit plus simple à comprendre, une partie verte et une partie rouge. Dans la partie rouge, on reçoit toujours les souffles d'air, dans la partie verte, on n'en reçoit jamais. Donc la poule, elle est habituée, dans la partie verte ça va bien, dans la partie rouge ça va pas bien. Les poussins apprennent à part. Vous avez un groupe de poussins qui apprend que vert c'est bon, comme la mer, rouge c'est un souffle, comme la mer. Mais vous avez un autre groupe de poussins qui apprend l'inverse. C'est-à-dire que pour ces poussins-là, vert c'est le souffle, et rouge c'est la bonne boîte. Et vous avez d'autres poussins qui eux n'apprennent rien, il n'y a rien dans les deux boîtes. Et ensuite on met la mer face à ces poussins, et on change les boîtes. Quand on met les deux groupes de poussins dans les boîtes vertes, la mer est zen. Même si les poussins qui considèrent la boîte verte comme dangereuse, eux sont un peu... Oui, parce qu'ils s'attendent à ce que le souffle arrive. Mais la mère, elle n'a jamais vu de boîte verte dangereuse. Donc pour la mère, pas de réaction. Vous prenez les deux groupes de poussins, vous les mettez dans la boîte rouge, la mère remonte en pression. Donc, et alors que vous avez un groupe de poussins qui pour lui, cette zone n'est pas dangereuse. Donc on sait que ce n'est pas les poussins qui influencent le comportement de la mère, c'est la mère qui projette sa situation sur ce qui est en train de se produire des poussins. Donc on a la partie cognitive de l'empathie chez les poules vis-à-vis des poussins. On a testé ce genre de truc aussi sur des poules adultes et ça marche beaucoup moins bien. Donc, alors est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas très copines les unes avec les autres? Je ne sais pas. C'est moins efficace avec les adultes. Mais alors, mère poussin... Le langage des poules. Alors maintenant, on va parler un petit peu communication. Alors, tout d'abord, quand vous voyez des poules dans la vie de tous les jours, c'est des animaux qui ont été profondément modifiés. Une poule, c'est ça. Ça, c'est la souche sauvage. C'est à ça que ça ressemble à la base. Alors, vous avez une grande étude pionnière dans les années 80 par Collias et Collias qui a été faite, où ils ont estimé que les poules avaient entre 25 et 30 sons différents qui signifient des choses différentes. Parce que vous avez deux grandes façons de communiquer, en gros, dans le règne animal, enfin non, il y en a plein avec des combinaisons, mais beaucoup de mammifères, par exemple, vont avoir un seul son, et ça va être des modifications de fréquence ou de taux, mais ça va toujours être, par exemple, le beuglement des vaches, il peut y avoir plein de variantes, mais ça reste quand même un son assez identique. Alors que chez les poules, vous allez vraiment avoir des sons très différents les uns des autres. Ça tient beaucoup à l'univers dans lequel ces animaux vivent. Les animaux de plaine, en général, vont plutôt communiquer par des mouvements visuels, des parades, des choses comme ça. Les animaux de sous-bois, et les poules sont typiquement des animaux de sous-bois, ce sont les animaux qui vivent dans les buissons, dans les arbres, dans les sous-bois asiatiques. Ils communiquent à l'oral parce qu'il y a de bonnes probabilités que les membres des groupes ne se voient pas. Donc c'est pour ça que ces espèces-là, en général, communiquent beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus vocales. Et donc les poules, effectivement, sont des animaux extrêmement vocaux. Alors quand ils sont tout seuls, une chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais c'est que les poules ronronnent. C'est-à-dire que, par exemple, quand les poussins sont en état un peu de panique, de trucs comme ça, les poules vont émettre une espèce de ronronnement qu'on observe aussi de temps à autre quand les poussent dans des situations où elles ne sont pas bien. Vous avez aussi un son de frustration qu'on appelle le gackel call. Alors je ne sais pas si c'est de l'allemand ou de l'anglais.
Et en fait, ce son apparaît quand les animaux sont frustrés. Donc, vous avez un bon moyen de le faire venir, ce son. Vous prenez de la nourriture dans votre main, vous tendez la main, vous l'ouvrez. La poule peut manger, vous reprenez, clac, vous faites ça 4-5 fois, puis au bout d'un moment, vous ouvrez une main où il n'y a rien dedans. Vous allez l'entendre. Et surtout, il faut savoir que ça, c'est un truc qui est contagieux. C'est-à-dire, s'il y a une poule frustrée et qu'il y a d'autres poules autour qui sont aussi frustrées, manif de gilet jaune qui démarre. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mis un coq avec des chaussures, avec des bottes, parce que il y a, dans une des études, il racontait un cas où ils avaient observé un coq qui voulait, non une poule je crois, qui voulait absolument rester dehors, et qui, quand il a commencé à pleuvoir, restait dehors, puis commençait à faire le son de frustration. Ah, mais chier. Donc, voilà. Et les cris, les sons de surprise sont différents des sons de peur, les sons de peur sont différents, enfin il y a vraiment une grande variété de sons différents. Entre la mère et les petits, on en a plusieurs. Alors, on sait, comme on disait tout à l'heure, que les embryons commencent à communiquer 2-3 jours avant la naissance. En fait, ils commencent à comprendre ce que dit la mère, en tout cas à entendre ce que dit la mère, plusieurs jours avant l'éclosion. Et normalement, le jour avant l'éclosion, même le jour encore avant, ils échangent avec la mère. Ils pipient à l'intérieur de l'œuf. Et alors là, on ne voit pas parce que bon, la définition n'est pas très bonne. Mais en gros, ça, c'est une étude où ils ont fait des tests sur quels sont les sons qu'on enregistre de la mère et ce que ça produit à l'intérieur de l'œuf. Et quels sont les sons provenant de l'œuf et qu'est-ce que ça produit comportementalement chez la mère. Et on se rend compte qu'il y a des incidences vraiment très nettes. C'est-à-dire que l'embryon est capable de demander à la mère de retourner l'œuf. Ou il est capable de prévenir quand il commence à avoir froid, il faut qu'elle revienne dessus. Donc il y a une communication qui arrive avant naissance. Ce qui fait que quand le petit né, il connaît la voix de sa mère automatiquement. Ce qui évite notamment de se perdre. Par exemple, quand vous avez des petits qui se paument et qui sont à côté d'une autre poule, régulièrement ils vont devenir totalement silencieux pour éviter d'être adoptés ou attaqués par l'autre poule, parce qu'ils reconnaissent tout de suite que c'est pas la voix de la voix de leur mère. Également, les poussins vont être attirés souvent par des petits sons assez graves de la mère, qui va les appeler, des sons de basse fréquence. En général, ils sont attirés par les sons, qui sont graves et courts, et ils sont repoussés par les sons aigus et un peu plus longs, mais on va le voir après, c'est valable pour la plupart des sons. La mère a aussi une espèce de son pour dire tout va bien, quand les poussins sont un peu en panique, et on va voir, les coqs ont aussi ce son avec les poules. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on observe entre la mère et les poules, on l'observe entre le coq et les poules. C'est-à-dire que le coq, le mâle alpha, on en parlera après, se comporte en général comme le parent des poules. Et donc quand les poussins sont trop loin de la mère, ils vont commencer à faire des pétillements, et plus ils s'approchent, plus les pétillements vont se modifier en pétillements de détresse, jusqu'à devenir des pétillements de plaisir. Et donc voilà typiquement, on va dire, si on devait tracer dans les grandes lignes, comment s'organise la communication chez les poules, et c'est assez transversal chez beaucoup d'espèces. Car par exemple les notes montantes contre les notes descendantes, ça c'est les poussins. Montantes, ça va être oui, 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 descendantes, et bien les notes montantes chez les poussins sont plutôt les notes positives, descendantes sont plutôt les notes négatives. Les tons clairs contre les bruits blancs, les tons clairs attirent, c'est-à-dire par exemple un ton clair ça va être bouh, ça va être clair, bah, ça va être un bruit beaucoup plus haut. On le voit même sur nous, ça marche, c'est repoussant quoi. Donc les tons clairs attirent, les tons repoussants, les tons du bruit, qui ont beaucoup de bruit dans le son, repoussent. Ça, on le retrouve chez beaucoup d'espèces. Et les poules ont également un feulement qui ressemble à celui du chat. Si une poule est en train de couver et que vous vous approchez, il est probable que la poule vous fasse un truc de ce genre-là. D'ailleurs, les biologistes pensent que c'est peut-être même un des premiers sons qui est apparu chez les animaux. Puisque c'est vraiment juste une expiration d'air en réalité. Les notes basses contre les notes hautes, donc plus une note est grave, en général, plus elle a tendance à être sécurisante, plus une note est haute, plus elle a tendance à être angoissante. C'est pareil chez les humains. Une voix à la Barry White est beaucoup plus rassurante qu'une voix hyper aiguë, hyper désagréable. Et puis voilà, vous avez les rythmes de répétition, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et oui, on va y venir, Ah d'accord. Et donc, on va voir tout de suite. Ah non, ça c'est les messages d'alarme. Ah oui, non, j'ai petit beating. Alors, on a un truc qui est hyper intéressant. Chez les poules, on a observé ce qu'on appelle des signaux référentiels. Les signaux référentiels, c'est quoi ? Et bien pendant longtemps, on a considéré que les animaux ne faisaient des sons que pour exprimer un état émotionnel. C'est la panique, ça va bien, etc. Les signaux référentiels, c'est un signal qui fait référence à un événement extérieur à l'animal. Ceci est mon point rouge. C'est référentiel, je parle du point rouge. Si je le mets là, et je dis ça c'est mon point rouge, vous allez regarder mon point rouge. Vous n'allez pas regarder moi en pensant que c'est l'émotion, genre oh, j'adore mon point rouge. C'est pas l'émotion qui compte, c'est l'objet. Et les poules font partie des premiers animaux chez qui on a montré l'existence de signaux référentiels, et notamment de signaux référentiels multimodaux, c'est-à-dire sur deux modalités différentes. Je vais expliquer ça.
tout tourne autour de ce qu'on appelle le tick beating. Le tick beating, c'est quand vous avez un coq qui trouve à manger, ou une poule qui trouve à manger, ils vont faire un son qu'on appelle le food call, qui est un pop, 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 et un mouvement de tête. Ces deux choses-là signifient très exactement j'ai trouvé de la nourriture. Vraiment, on sait très exactement. Et ils sont capables dans le son de donner la qualité de la nourriture, voire même le type de nourriture. Donc ça, c'est ce qu'on observe ici. Par exemple, on a un coq sauvage, donc ça c'est des souches sauvages. Un coq sauvage et une poule sauvage qui est là. Le coq a de la nourriture, alors là on n'entend pas parce que je n'ai pas le son. On entend peut-être un tout petit peu, mais le coq fait son tick beating pour attirer la poule. Et les deux, on sait que les deux transmettent l'information de nourriture. Si le coq ne fait pas le son, la poule comprend quand même. Si le coq ne fait que le son, la poule comprend quand même. Donc là on pourrait dire, mais ça sert à quoi alors? Alors on verra après que ça sert dans des cas de tromperie déjà, mais ça sert à deux choses différentes. C'est-à-dire que le son permet d'attirer les poules qui sont loin. Le mouvement permet d'attirer les poules à regarder la tête du coq. Et en fait, les poules apprécient les coqs par plein de critères, et notamment est-ce que ce sont des coqs qui apportent bien de la nourriture. Et donc elles font des espèces de hiérarchie entre les coqs, genre lui c'est un bon pourvoyeur, lui il est pourri. Donc c'est important que la poule mémorise qui lui a donné à manger, parce que dans le note TripAdvisor du coq ça compte. Et donc là on le voit sur un coq domestique. Alors lui il n'a même pas le temps de faire le truc et les poules arrivent tout de suite. Voilà, eux leur rôle c'est d'assurer la sécurité quand les femelles mangent. Leur donner à manger et assurer la sécurité. Ça fait vraiment partie des grandes choses. Et donc ouais, ce tick beating, on s'est rendu compte que les deux étaient justement multimodaux, c'est-à-dire qu'ils transmettaient les deux types d'informations, le mouvement transmet et le son transmet également, deux modes. Je regarde si je dis rien. Mais... non, ah oui, il y a le cocorico aussi, j'ai oublié le cocorico. Alors le cocorico, c'est un truc, on ne sait pas exactement ce qu'il signifie. Manifestement, le cocorico possède une structure qui indique la dominance de l'individu, parce qu'on se rend compte que quand un coq bêta prend la place du coq alpha, il inclut dans son chant des éléments du chant du coq, de l'ancien coq alpha. Donc il y a manifestement des éléments de statut social qui sont dans le chant. Alors on se rend compte que ce sont souvent les coqs de niveau inférieur qui chantent le plus. En revanche, le coq dominant, c'est lui qui ouvre le bal le matin. Mais on ne sait pas exactement encore à quoi sert le cocorico. Il y a beaucoup d'infos. On sait qu'il y a un chant territorial dedans, ça c'est sûr et certain, on en reparlera tout à l'heure. Mais a priori, c'est utilisé aussi dans d'autres choses et c'est un son assez complexe qu'on n'a pas du tout craqué alors. Alors ensuite, les signaux d'alarme. Quand on va demander aux gens quel bruit fait une poule, la plupart des gens vont vous dire code, 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 codec. Et code, 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 codec, je vous présente le son d'alarme du prédateur terrestre. C'est comme ça que les poules indiquent qu'un prédateur terrestre est à l'approche. Donc si une poule vous voit arriver et fait code, 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 codec, vous dites pas dit bonjour, elle dit oh manger. Voilà. Donc ça c'est typiquement le son terrestre. Donc qu'est-ce que ça produit quand les poules font code, 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 codec? La plupart des autres individus vont s'arrêter, lever la tête, scanner horizontalement, repérer le danger, éventuellement se tirer si nécessaire ou attaquer le cas échéant. Alors ça c'est super intéressant parce que ça a été étudié par Caroline Smith, qu'on va voir dans la vidéo après. Et en fait elle a fait ce qu'elle a appelé le Big Brother volume 2. Dans son université, ils ont une grande volière et ils ont mis des harnais qu'on voit là à base de soutien-gorge sur les poules avec des enregistreurs, avec des micro-enregistreurs et des caméras partout sur la volière. Ce qui permet en fait de savoir en permanence quel est l'individu qui fait le son et qu'est-ce qui se passe autour de lui à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on a pu découvrir un peu quels étaient ces différents sons. Et donc on a également un son sur les prédateurs aériens. Alors le son sur les prédateurs aériens ne sera jamais fait par une poule. C'est le job des mâles. C'est les mâles qui gèrent les prédateurs aériens. Les mâles peuvent déclencher un son pour tout et rien en fait en prédateur aérien, parce que c'est pas très précis, c'est des seuils qui déclenchent. C'est-à-dire à partir du moment où ça va à une certaine vitesse, à une certaine forme approximative, ça déclenche. Donc des fois il y a des feuilles qui peuvent déclencher ça. Mais c'est pas parce que les coqs sont des cons, c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des animaux de sous-bois. Donc à partir du moment où vous voyez le prédateur, il est sur vous, il est tout de suite là, vous n'avez pas le temps de dire alors attends, alors ça c'est une buse variable parce que si je regarde les ailes, le coq il n'a pas le temps, c'est tout le monde aux abris. Et effectivement, au moment où il voit le prédateur, tout le monde se met aux abris. Donc le son est très bruyant, de manière à être difficilement localisable. J'espère que vous allez l'entendre. Ça c'est son aviateur aérien. En fait, l'écran qu'on voit là, il est au-dessus du coq là. Et on a qui s'accroupit aussi. Donc ça, c'est des comportements pour prévenir tout le monde de se mettre à l'abri. Et pareil. Ouais. Alors moi j'ai une question. Mais quand elle fait aussi comme Codette, là, c'est pas quand elle pousse ou
Après, il va y avoir des variations. Alors, celui-là, on ne sait même pas pourquoi ils font les poules. À l'heure actuelle, il y a une étude qui a été faite dessus, je ne me souviens pas des résultats, mais je crois que globalement, on ne sait pas pourquoi ils le font. Après le. Ouais. Il y a une étude qui est dessus. Le nom, c'est pour qui les poules font code codec quand elles. Mais c'est pas exactement un code codec, je crois. J'avoue, je ne sais plus quel est le résultat de ce travail, mais en gros, on Mais c'est pas le même non. que. Ah ouais, ben, Probablement pas. Après, il y a souvent des variations, mais j'avoue, je me souviens plus de cette étude en détail. Et donc, ce qui est intéressant de noter là-dedans, c'est que, pareil, on pourrait dire, le coq ne prévient pas d'un prédateur aérien, il peut juste éprouver un moment émotionnel. C'est pas le cas parce qu'en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'un coq qui a sa poule dans les parages va faire ce cri-là, ou de ses poules, ou des poules avec qui il s'est reproduit il n'y a pas très longtemps. Il va faire ce cri-là. S'il n'y a pas de poule dans le coin, motus et bouche cousue. Si jamais le dominant commence à faire un cri et qu'il y a un subalterne juste dessous qui est pas loin d'un abri et qui voit le dominant faire l'appel, il est possible qu'il répète l'appel et il le fera de plus en plus longtemps si lui est de plus en plus à l'abri et que l'autre est de plus en plus en danger. Ils vont le mettre encore plus en danger. Donc en fait, les sons ne sont pas constamment identiques et produits de la même façon dans toutes les situations. Ils sont dépendants d'un contexte. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'ils traitent l'information par rapport à la situation. Ce n'est pas des automatismes du tout. Beaucoup de choses sont prises en compte. Et donc vous allez avoir ensuite tout un tas de comportements de protection. Par exemple, les poules, quand elles vont voir un prédateur terrestre, elles vont généralement commencer à tourner, cacher les poussins, essayer de les mettre à l'abri, et ensuite partir pour essayer de faire partir l'adversaire. Donc on a différents sons. Donc là, c'est des spectrogrammes de l'étude de Collias pour montrer juste qu'ils sont différents les uns des autres. Ce qui est marrant, c'est que les coqs ont aussi des sons de menace. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont se faire des sons de menace, que les chercheurs appellent des rugissements. Et quand un prédateur va attaquer et rater sa proie, et bien le coq va courir derrière et faire un gros son de rugissement de menace envers le prédateur. Et puis, ça va plus loin que ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de tromperie dans la communication. Alors vous avez deux façons de tromper. Vous avez une façon passive et une façon active. La façon active fait encore débat au sein de la communauté scientifique, elle n'est pas encore complètement validée. La version passive, tout le monde est d'accord dessus, les coqs le font. En quoi ça consiste? On l'a dit tout à l'heure, le teat beating, quand ils appellent les poules pour manger, sert aussi à dire, bah, moi j'aimerais bien... Voilà. Après, à voir si la poule est d'accord ou pas. Mais quand vous avez un mâle alpha, les autres mâles n'ont pas le droit de se reproduire. Or, si moi je suis un mâle bêta par exemple, un deuxième dans la hiérarchie, et que j'ai une poule que j'aime bien, j'aimerais bien faire crac-crac avec ma poule, j'ai pas beaucoup de moyens de le faire. Et ben on va voir que... Et le problème c'est que si je fais un teat beating pour l'attirer, le coq va m'entendre. Il va entendre le bop 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 bop, il va venir me défoncer la tête. Là ce qu'on va voir c'est des poules qui sont... Donc là vous avez le mâle, donc ça c'est Big Brother 2.0 précisément. Vous avez un mâle, un autre mâle subalterne, donc alpha, bêta, et les poules. Donc là il vient de faire un teat beating, on a vu tout le monde est arrivé à son balle. Dans la vidéo qu'on va voir après, ils seront dans l'angle là-bas. Voilà, donc lui n'a pas le droit. Il y a une poule un peu en arrière aussi, lui n'a pas le droit du tout de se reproduire, de participer à quoi que ce soit. Voilà, ça c'est Caroline Smith, c'est elle qui a fait ses travaux. Ensuite on va les retrouver dans l'angle et on va retrouver notre mâle subordonné tout au fond à droite avec une autre poule. Et le mâle dominant, voilà, et le mâle dominant qui va être plus sur la gauche et le mâle subordonné va être à droite là. Vous allez observer ce qui se passe. Alors vous n'avez pas de son malheureusement, mais voilà. Là le subordonné est en train de se faire un teat beating. Non, il est là. Il vient de faire un teat beating mais sans bruit. Et là la poule vient d'arriver, elle va s'accomplir, ce qui veut dire qu'elle est d'accord pour se faire féconder. Là il monte dessus, et là le mâle va s'en rendre compte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le subordonné vient de faire un teat beating silencieux. C'est-à-dire que pour pas que le mâle le repère, il a coupé la partie orale du truc. Vu que la poule était à proximité, elle l'a vu faire, mais le mâle ne l'a pas entendu. Et on sait qu'à ce moment-là, les yeux du bêta sont sur le mâle. Elles ne sont pas du tout sur la poule. Donc là, on a typiquement une tromperie par omission. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné l'information qu'il était en train de faire un coup de call. Et d'ailleurs, derrière une situation comme ça, le coq dominant va essayer de recréer du lien avec la poule qui a été fécondée par l'autre. Alors la version active, il y a une seule étude qui a été faite là-dessus et c'était pas du tout prévu qu'ils découvrent ça. L'objectif c'était d'étudier dans quel contexte les coqs faisaient des food calls, des teat beatings, tout ça. Donc là j'ai pas de vidéo, mais le test est le suivant. On donne à des coqs deux types de choses
un truc alimentaire, des verres de farine, je crois, ou des grains, je ne sais plus, et des coquilles de noix. Les coquilles de noix ne sont pas du tout comestibles, vous leur posez, le coq il la regarde, tu fous ma gueule, que je fasse quoi avec ça. Bon, il la mange pas, c'est pas comestible, c'est sûr. Et ensuite on regarde, quand est-ce qu'ils vont faire des food calls, des team meetings, selon le public qui est là. Si jamais il y a un mâle qui est à côté, le coq ne fait rien, il fait aucun bruit, parce qu'il n'a pas l'intention de nourrir le mâle, donc qu'il y ait à manger ou qu'il y ait des coquilles de grains, des coquilles de noix ou rien, il ne se passe rien, il ne fait pas de bruit. S'il y a une femelle de son groupe social qu'il connaît, qui est une de ses femelles, il va faire 100% de team meeting et de food call, dans le cas des grains, 0% quand on a la nourriture. C'est ce qu'on voit ici, c'est cette catégorie. Ça c'est quand il y a à manger, ça c'est quand il y a des noix, donc on voit 100% 0. Ensuite, si jamais il n'y a personne, et bien s'il n'y a personne, ça dépend. Ça dépend si le mâle a déjà vu une poule là et qu'il s'attend à ce qu'il puisse y en avoir une dans les parages, il va quand même le faire de temps à autre, uniquement quand il y a à manger. Et s'il ne s'y attend pas, il n'en fera pas spécialement. Le cas intéressant, c'est dans le cas d'une poule étrangère qu'il ne connaît pas. Eh bien, c'est cette stat-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que 50% du temps, il va appeler quand il y a de la nourriture, mais il va aussi appeler 50% du temps quand il y a des noix. Quand il y a une coquille de noix qui n'est pas comestible. Et c'est le seul cas où il le fait. Et la supposition, c'est qu'en fait, plus la poule est loin, en plus, plus il va avoir tendance à le faire. Ce qui veut dire, moins il y a de chances qu'elle puisse identifier ce que c'est. Ce qu'on suppose, c'est qu'il fait ça pour l'attirer dans ses filets, genre, oh bah tiens, j'ai de la nourriture. Ah bah non, tu veux pas aller au cinéma ce soir? Voilà, quoi. On suppose que c'est une façon d'attirer la poule en lui mentant, en faisant ça, parce que ça ne le fait qu'avec les poules étrangères. Voilà. Ça fait débat dans la communauté scientifique, tout le monde n'est pas d'accord sur ce truc-là, mais c'est un résultat qui est quand même assez intéressant. Donc il est quand même, il faut faire preuve d'intelligence, de submersible. Bon. Maintenant, dernière partie, le fonctionnement social chez nos gallinacées. Alors, tout d'abord, un premier truc tout bête auquel on ne pense pas forcément, mais les poules, c'est des oiseaux, donc ça vit dans les arbres. L'élément prioritaire de la vie d'un groupe de poules et de coqs, c'est l'arbre de perchage. Tout gravite autour de ça, c'est hyper important dans leur fonctionnement social. Alors, ok. Ah, je ne l'ai pas là. Ah, je l'ai peut-être après. Donc, évidemment, nous, on a beaucoup déformé les poules domestiques, qui fait que les poules domestiques ont du mal à voler maintenant. Parce que, comme les gens aiment bien les chicken wings, on a fait des animaux avec des ailes énormes, et le ratio poids et puissance musculaire, gras, etc., fait qu'ils ne peuvent plus vraiment correctement décoller. Les poules pas trop sélectionnées y arrivent encore pas mal, comme on peut le voir là, même si elles sont un peu en descente. C'est des poules, ouais. Et après, ce qu'on va voir, c'est... c'est fou, hein, c'est des poules. Après, ce qu'on va voir, c'est un coq sauvage qui va percher dans son arbre à Singapour. Et on note que le vol ressemble beaucoup à celui d'un faisan, parce que c'est le même groupe en fait. Donc ce sont des animaux qui volent très bien, et ce sont des oiseaux qui vivent dans les arbres. Enfin non, ils vivent quand même beaucoup au sol, mais ils perchent dans les arbres. Donc là, on a la souche sauvage, donc on voit que la poule a pas mal changé en revanche. On a pas mal modifié, parce que la poule sauvage c'est ça. Et ça, c'est les poussins sauvages. Donc ils sont très camouflés, contrairement à nos poussins jaunes fluo là. Quand vous les voyez dans l'herbe, je ne sais pas si j'en ai, mais j'aurai une vidéo à un moment au minimum où on les voit dans l'herbe, dans les feuilles vous voyez rien du tout. Ils sont hyper bien camouflés. C'est bien. Alors, comment s'organisent des groupes sociaux? Chez à peu près tous les animaux, vous avez des grandes lignes de structure, mais en fait, selon les communautés, vous allez avoir des variations. Par exemple, typiquement, chez tout un tas de ruminants, vous allez avoir les femelles vivent toutes seules avec les petits, et les mâles vivent dans des groupes à part ou solitaires. Ça, vous le retrouvez chez énormément d'espèces, où les cachalots vivent comme ça, ou ils ne sont pas des ruminants, hein, d'accord. Les moutons, les chèvres, etc. ont tendance à vivre comme ça, mais vous avez des groupes qui vivent tous ensemble aussi. Donc ce que je vous donne là, c'est certaines études qui ont été faites sur certains groupes sociaux dans certaines situations, sous certaines latitudes. C'est pas forcément valable tout le temps. Mais en gros, la grande règle chez ces animaux-là, c'est qu'ils vivent en harem. Donc vous avez un mâle dominant, quelques poulettes autour, ses poules à lui, des mâles subordonnés, tout ça autour de l'arbre de perchage. Et ensuite, il va y avoir différentes saisons. Alors déjà, vous avez différentes organisations sociales. Vous avez le mâle dominant qui est... Le mâle et la femelle dominante, en fait, sont les éléments clés du groupe social. C'est vraiment, si le mâle dominant n'est pas là pour assurer son job, la femelle dominante prend le rôle. Elle peut totalement, si vous enlevez un mâle dominant, la femelle gère sans problème. Elle a autant d'efficacité que le mâle dominant. Mais sinon, normalement, c'est le mâle dominant qui prend. Sachant que leur hiérarchie ne se croise pas, normalement.
C'est-à-dire que quand un mâle dominant, le mâle alpha est là, il n'y a pas d'hiérarchie de femelles dans les 6 mètres autour de lui dans la plupart des cas. Ça se dissout complètement. Il ne tolère pas la bagarre autour. Les mâles ne dominent pas vraiment les femelles. Les femelles, c'est deux hiérarchies à part en fait. Donc vous avez les mâles dominants, les mâles subordonnés avec plumage adulte qui vont vivre dans le coin, les femelles qui incubent, les femelles avec les petits avec les mères, les jeunes mâles avec le plumage subadulte et les jeunes femelles avec plumage subadulte et crête. Ça, c'est toutes les différentes castes qu'on peut retrouver dans un groupe social. Mais chez les mâles, vous avez différents groupes aussi. Donc vous avez les dominants territoriaux, qui sont des mâles qui, en période de reproduction, vont mettre des frontières. En gros, vous avez deux grandes saisons. Vous avez la saison non reproductive, où vous avez l'arbre de perchage. Le groupe d'animal qui appartient à l'arbre de perchage vit sur un territoire, mais le territoire n'est pas défendu. C'est-à-dire que d'autres, sur leur arbre de perchage, peuvent avoir des territoires qui chevauchent, ils peuvent se croiser de temps à autre, c'est pas grave. En période de reproduction, le mâle va totalement faire des frontières, et il est hors de question de traverser les frontières de ce territoire-là. Donc là, surtout dans ces situations-là, on va avoir les dominants territoriaux, eux, ils ont un truc fermé. Ils protègent leurs frontières, ils testent les frontières des autres, voir si on ne peut pas élargir le territoire, ce genre de choses. On va avoir les territoriaux subordonnés. Eux, ils vont avoir un territoire sur le territoire du dominant. C'est possible qu'avec eux, ils aient une ou deux poules, mais voilà, ils restent quand même soumis à l'autorité du dominant, ils ne sont pas toujours des poules. Les semi-territoriaux, et ils ont en général leur propre arbre de perchage sur le territoire du mâle alpha. Les semi-territoriaux, ils ont un arbre de perchage, en général, ils n'ont pas de femelles, et ils vivent dans le groupe un peu à la périphérie. Ils sont... Les subordonnés autonomes, eux, ils changent de groupe régulièrement. C'est des animaux qui sont relativement anarchistes, on entend. Les subordonnés en attente, c'est intéressant, c'est des animaux qui vont percher avec le mâle dominant, qui vont défendre le territoire avec le mâle dominant, qui vont protéger les poules du mâle dominant quand elles se font agresser, mais qui n'essaieront jamais de se reproduire avec, ou très peu. Parce qu'en fait, ils attendent juste que le mâle dominant meure pour prendre sa place. Et vous avez les omégas. Les omégas, c'est la loose de la loose. C'est ceux qui partent de l'arbre le plus tôt le matin. C'est ceux qui n'ont pas le droit de revenir avant que tout le monde soit déjà monté, qui n'ont le droit de vivre qu'en périphérie. Donc le taux de mortalité qui explose le plafond. Et ce sont des animaux qui sont extrêmement, extrêmement sociaux. Ils ont fait des tests en leur donnant différents espacements possibles, en partant de l'hyperdensité qu'on peut trouver dans certains élevages jusqu'à un hyper-espacement. Et on se rend compte que au-delà de 75 cm de distance, ils commencent à ne pas être très heureux. Ils ont besoin d'être au maximum à 75 cm de distance d'un autre individu. Donc voilà, comme je disais, le mâle dominant gère à peu près tout. C'est-à-dire par exemple, quand vous devez déplacer, quand le groupe doit se déplacer, c'est lui qui décide. C'est lui qui réunit tout le monde et qui se déplace. C'est lui qui, quand ils vont passer des buissons dans une zone à couvert, et bien à ce moment-là, en général, on observe le mâle monter sur un point de hauteur, rester silencieux pendant un moment à scanner l'environnement, et ensuite il va faire le même son que la mère quand elle va dire au petit que tout va bien, pour dire c'est bon, on peut y aller, et à ce moment-là, tout le groupe avance et rentre dans la plaine. C'est lui qui va protéger les poules quand elles se font harceler, parce que les poules se font énormément harceler par les autres mâles du territoire. Donc lui doit les défendre. Et en général, ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a trop de poules, trop de mâles qui harcèlent, et ben vous pouvez avoir différentes situations. Soit ça va se scinder en différents groupes et un mâle va prendre une partie de la reine et partir avec. Il y avait une histoire sur un clan dont on va parler après, où il y en avait un qui avait un groupe qui était devenu trop gros, et il y avait un mâle d'un territoire à côté qui est venu l'aider. Et finalement, les poules se sont dit, bah lui, il est vachement bien aussi. En fait, les poules sont parties avec lui. Et du coup, le groupe s'est scindé. Et on pense que c'est comme ça que les groupes évitent l'explosion par surnombre. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils se scindent quand ça devient trop grande population. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié un truc quand même. J'ai beaucoup parlé du langage oral, mais les poules communiquent énormément par la posture. Par exemple, l'ordre hiérarchique, notamment chez les mâles, tient de la posture. C'est-à-dire, par exemple, un mâle qui atterrit un peu maladroitement et n'a pas la queue bien dressée, etc., les autres vont commencer à lui fondre dessus. Donc en général, quand un mâle dominant va atterrir, on se calme. Il faut vraiment tout de suite reprendre la posture, c'est hyper important. Un mâle qui va se mettre à courir, immédiatement se faire attaquer par les autres. Parce que c'est une perte de statut à ce moment-là. Donc la posture est extrêmement importante. Ça a été étudié, je ne l'ai pas mis parce que sinon ça aurait duré 6 heures, mais en fait, il a beaucoup été étudié, la forme de la queue, l'angle de la tête avec la nuque, etc. Tout ça, ça a des significations. La façon dont les ailes sont ouvertes, parce qu'en général, elles ont notamment les mâles ont des plumes noires sur le bout des dernières rémiges. Et en général, quand ils vont séduire les femelles, ils vont faire une danse qu'on appelle la valse, et ils vont ouvrir une des ailes pour laisser sortir les plumes noires, etc. Enfin, vous avez beaucoup d'informations posturales. Donc, là, le cas qu'on va prendre,
c'est une situation qui se passe sur une île qui est au nord-est de l'Australie et qui s'appelle Northwest Island, donc l'île du nord-ouest. On ne demandait pas pourquoi, on ne sait rien, le mec qui devait faire ça avec la carte à l'envers, je ne sais pas. Mais elle est au nord-est de l'Australie. Et ça, c'est des poules qui en fait sont laissées en liberté dessus, qui ont été laissées pendant hyper longtemps et qui étaient seules dessus. Et donc ils ont observé des groupes et on s'est rendu compte, la plupart des choses dont je vous explique là en fait, que je vous explique là viennent de cette étude et une autre étude qui a été faite dans le zoo de San Diego, parce que dans le zoo de San Diego, c'est pareil, dans les années, je sais plus, je crois que c'était peu de temps après la Deuxième Guerre, ils ont lâché en fait des poules sauvages à l'intérieur du zoo, ils sont complètement libres, elles peuvent voler, si elles voulaient se tirer, elles pourraient se tirer, il n'y a pas de souci, elles ne sont pas enfermées dans le zoo. Et on se rend compte que ça colle exactement à ce que je vais expliquer là, et elles ont des territoires autour des enclos, il y a des guerres de clans, enfin, c'est Game of Thrones. Hein, donc là, par exemple, ce qu'on voit, ça c'est une période de reproduction, c'est-à-dire qu'on a un territoire central, avec là l'arbre de perchage, puis le territoire des autres groupes, avec l'arbre de perchage, qui est le carré, etc. Et ça, c'est les périodes de non-reproduction. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de territoire, les territoires chevauchent, et en revanche, les arbres de perchage restent importants. Donc là, on a un groupe typique en mouvement, c'est-à-dire qu'on a le mâle alpha ici avec les poules, et là, on a les mâles subordonnés derrière. Donc ça, c'est une période de non-reproduction, où ils ne sont pas en train de défendre. Donc sinon, dans la relation normale, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la période de non-reproduction, ils mènent leur vie. La période de reproduction, le mâle ferme les barrières. À ce moment-là, les poules vont se faire féconder par le mâle, donc elles vont appeler le mâle, en général, elles vont accepter d'être fécondées que par lui, à savoir si des poules se font agresser par un autre et tentent de se faire féconder, enfin qu'un autre essaie de les féconder, si le mâle dominant est à côté, elles vont appeler le mâle dominant pour qu'il vienne chasser l'autre. Donc ensuite, à ce moment-là, les poules vont appeler, et le mâle le plus haut dans la hiérarchie présent à l'heure actuelle va venir et va leur présenter un nid, parce que c'est au mâle de choisir le nid. Parce que comme on disait, il faut que les mâles ils produisent beaucoup de choses, que les poules sont difficiles. Les poules, elles ont ce qu'elles veulent. Donc, c'est elles qui choisissent le mâle, c'est elles qui choisissent le nid. Donc il va les emmener, il va leur montrer un premier nid, une espèce de cavité dans le sol. Donc là, 9 fois sur 10, la poule va dire « Oh, c'est bien pour moi ». Donc ils vont partir, donc le mâle il va retourner chercher « Non, mais regarde, regarde ». À peu près à chaque fois, la poule va dire non. Ensuite, elle va repartir, le mâle va lui trouver 2 trous jusqu'à ce qu'elle accepte de bien vouloir prendre ce trou. À ce moment-là, elle va aller faire un peu comme dans Fort Boyard, quand ils veulent transporter les boyards qu'ils mettent sur quelqu'un comme ça qui le transporte. Ben, les poules vont faire ça mais sur leur dos. Quand elles vont faire leur bain de poussière, elles vont en profiter pour jeter des trucs sur le dos. Et ensuite, elles vont les s'ébrouer dans le nid pour en fait faire des nids comme ça. Et donc, elles vont faire leur nid, elles vont couver, etc. Et ensuite, on en parlera après, mais il va y avoir toute la phase où elles vont s'occuper des petits. Alors d'abord, une fois qu'elles ont fait le nid, elles rappellent un mâle pour être à nouveau escortées et revenir au clan. Si le mâle alpha n'est pas là, c'est le mâle bêta qui s'en occupe, etc., etc. Et ensuite elle revient, et puis une fois qu'elle est prête à pondre, elle va pondre, et puis ensuite couver. Et après, vous allez avoir les poules qui vont vivre sur le territoire du clan, et elles vont s'éviter au maximum. Donc elles vont vivre super loin, mais sur le territoire protégé. Donc en gros, vous avez des animaux scindés à plein d'endroits différents du territoire, tout ça protégé par les mâles qui protègent les poules, qui elles font leur vie dans leur coin, sous protection, sous bonne garde. Et vous avez également, ça c'est intéressant, vous avez également comment on appelle ça en français, du toilettage. Donc l'épouillage, une espèce d'épouillage. Par exemple, les primates, on sait que socialement, ils se lient en s'enlevant les poux, tout ça, leurs espèces en bois. Chez les poules, ça existe aussi. Elles le font parce qu'elles ne peuvent pas se nettoyer autour du bec. Et donc on observe, si on va voir là, elles doivent se nettoyer autour du bec. Et ça, c'est un équivalent d'épouillage. Alors là, le coq, c'est pas son truc, mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de comportement aussi en fait. Donc voilà globalement comment fonctionne la vie des sociétés sauvages. Si vous les laissez vivre de manière sauvage, c'est comme ça que ça vit. Vous avez un arbre de perchage, une hiérarchie qui s'instaure, et après on sait que dans les systèmes d'élevage, etc., où il n'y a pas de mâle, où il y a trucs, il y a d'autres systèmes qui se mettent en œuvre, qui peuvent être beaucoup plus tolérants, qui sont organisés, parce que mine de rien, les mâles ont aussi un potentiel de harcèlement sexuel très élevé. Donc c'est aussi moins stressant. Mais c'est dur à dire, parce que le mâle dominant est aussi quand même un élément important du groupe. Mais les femelles peuvent très bien vivre toutes seules aussi. On a montré que ça pouvait très bien se passer aussi. Alors maintenant, la gestion des combats, des rencontres agressives. Comme chez beaucoup d'espèces, vous avez des organisations qui se mettent en œuvre pour éviter qu'il y ait trop d'agressions. C'est exactement ce qu'on trouve là, c'est-à-dire que par exemple, là on va voir une agression entre 2 mâles. Donc tout d'abord, les mâles, ils vont commencer une bataille avec la tête basse et ils vont gonfler la collerette. C'est des dinosaures. Ensuite, ils vont se regarder comme ça, et la première attaque, c'est ça. C'est les 2 serres en avant, comme ça. Donc derrière, on notera qu'il va se tourner œil gauche en direction de pour y arriver. Et donc là, il y en a un qui se baisse et qui ne bouge plus.
Et à partir du moment où il ne bouge plus, c'est ce qu'on appelle la position immobile, la motionless stance. Ça veut dire qu'il vient d'abandonner le combat. Ça veut dire qu'il vient de se soumettre. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de blessé. L'autre va faire d'autres comportements et régulièrement le regarder pour voir si lui réattaque. À partir du moment où il ne réattaque pas, là, la hiérarchie vient d'être posée. Lui est dominant sur lui. Donc en réalité, vous avez peu d'agression. À partir du moment où ils peuvent bouger, où ils peuvent s'exprimer, se fuir, etc., ils ont des comportements pour limiter l'agression. Chez les poussins, si jamais vous voyez des poussins qui bondissent comme ça régulièrement, ça c'est un jeu de combat. En fait, ça simule le départ de cette attaque avec les deux cerfs. C'est un jeu en fait. Les poussins jouent régulièrement comme ça. Vous allez avoir une autre de ces postures entre deux poules. Donc ça, c'est un truc typique des dominantes, picorer sur la tête, au lieu d'attaquer avec les cerfs, tape sur la tête, typique des dominantes. Et donc là, l'autre fuit, et au bout d'un moment, elle va s'immobiliser. Voilà, là, elle a rétorqué, et là, elle ne rétorquera plus. Là, elle a baissé la tête, et elle a arrêté de bouger, et c'est terminé, le combat s'arrête. Et il faut savoir que la domination n'est pas du tout due à la force de la poule, ou la taille de la poule. La domination est due à plein de choses, et notamment l'expérience sociale. C'est-à-dire que les poules qui ont beaucoup d'expérience sociale arrivent beaucoup mieux à monter dans les rangs. Il y a aussi des techniques d'attaque, des techniques de combat particulières. Et là, on la voit régulièrement se retourner, tourner légèrement la tête, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup tourner la tête, 330 degrés de son vision, pour voir ce que fait l'autre. Bon, à la distance où elle est maintenant, de toute façon, elle ne peut plus trop la voir. Donc voilà comment ça se produit. Non. Ensuite, on a un autre cas, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on va avoir un coq qui a trop de coq autour, et qui a du mal à protéger sa poule. Là, on a un dominant, là, on a une poule qui se fait littéralement harceler. Là, on est typiquement dans un cas où il y a un vrai problème de population, parce qu'on a trop de mâles par rapport au nombre de femelles, et ça crée vraiment le mâle que plus défendre. Et dans les choses vraiment fascinantes, les poules organisent, alors ça c'est très connu, le peck order, l'ordre de picorage. Les dominantes mangent avant les subalternes, etc., etc. Et une fois que ça s'est instauré très rapidement, ça va assez vite, et c'est des tout petits mouvements. Vous allez voir que les poules dominantes, regardez CN, il lui suffit d'un coup d'œil pour faire partir les autres. Soit elle attaque, et normalement, une fois que les ordres sont bien instaurés, là en fait, ces poules qui ne se connaissaient pas, vous allez voir, hop, coup d'œil. Ok, j'arrête. Hop. Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es sérieuse? Ok. Ça pareil? Oh. Et ça, c'est des trucs qui passent totalement à côté. Bah, on le voit, mais dire, pour le commun des mortels, on va dire les gens qui passent leur temps à regarder des poules, ça fait partie des micro-éléments qu'on voit pas forcément. Et en fait, vous avez tout un tas de micro-trucs de hiérarchie. Puis je te parlais tout à l'heure, il y a des postures, ça, les postures, on voit rien, quoi. Et il y a plein de trucs qui se passent en permanence dans leur vie. On nous dit, bon, bah, elles sont juste en train de picorer, elles foutent rien de la journée. Oh là, il y a un nombre de trucs qui se passent, vous imaginez même pas. Donc la relation entre les mères et les petits, alors voilà des petits sauvages dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, au niveau camouflage, on est pas mal. Hein. Donc la mère au départ va couver ses petits, les petits vont rester vivre à proximité immédiate de la mère. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir, la mère va commencer à sortir du nid pour aller manger. Les petits là vont passer à une phase où ils vont s'éloigner un peu plus, et puis il va arriver un moment où la poule va vouloir retourner percher. Et là c'est souvent les moments un peu cruels parce que la poule arrive à percher, les petits ont du mal. Donc souvent la poule monte dans l'arbre, puis elle redescend, puis elle remonte, puis elle redescend. Alors vous allez avoir un tas de situations qui vont se produire comme ça, jusqu'au moment où la poule va commencer à devoir sevrer ses petits, parce qu'elle n'est pas loin de sa deuxième moment où elle va faire une deuxième série de petits, et même sans ça, de toute façon, en fait les mâles quand ils deviennent adultes, quand ils sont jeunes, ils ont un plumage blanc qui inhibe complètement l'agressivité de la mère. Et quand ils commencent à prendre leur plumage d'adulte, ils vont commencer à avoir un comportement d'adulte, et notamment tenter la copulation avec la mère. Et là, ça va bien se passer. Donc en général, il y a vraiment une rupture qui se crée où la mère pousse les petits du nid, les dégage, refuse qu'ils s'approchent d'elle, les chasse s'ils s'approchent d'elle. Donc les petits commencent à vivre en petits groupes, séparés les uns des autres. Il y a des petits qui continuent à suivre leur mère, c'est assez crève-cœur comme truc. Des petits qui vont continuer à suivre leur mère et puis au fur et à mesure, ils vont faire des groupes de petits, puis commencer à se dispatcher dans les différents groupes sociaux pour après être un peu mieux intégrés. Mais la relation petit-mère, au moment de la séparation, est assez trash. Mais sinon, en revanche, avant, la mère est vraiment une mère poule d'enfer. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des petits qui sont en mauvaise santé, la poule va constamment revenir les chercher. Elle va se mettre sur eux, elle va faire son ronronnement pour qu'ils sentent mieux. Il racontait dans l'étude une histoire d'une poule qui sautait par-dessus un rondin de bois et les petits n'arrivaient pas à sauter sur le rondin de bois. Et du coup, la poule partait, elle revenait, et puis les petits disaient « je peux pas monter ». Bon bah, faites comme moi. Non, bah, on peut pas. Faites comme moi. Moi, j'en ai eu des profs comme ça. Faites comme moi, j'y arrive pas. Ouais, mais faites comme moi. Ouais, j'y arrive pas. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là, et au bout d'un moment, la poule est revenue les chercher, elle a contourné tout le tronc d'arbre pour que les petits puissent venir avec. Donc on a vraiment... Et
un truc qui est vraiment très important aussi, ça vient du zoo de San Diego, on s'est aperçu que le rang hiérarchique et l'expérience de la poule a une importance capitale sur la survie des poussins. Par exemple, aux zoo de San Diego, sur les 7 ans où ils ont fait les études, ils se sont rendus compte que 50% des poussins qui sont arrivés à l'âge adulte venaient des 3 poules dominantes sur les 28 poules du groupe. Les premières mères, les jeunes mères en général perdent leur portée. Et au fur et à mesure, elles vont apprendre à de mieux en mieux gérer. Puis en plus, les poules dominantes ont un meilleur accès aux ressources. Et en plus, du coup, elles sont généralement plus aptes à bien manipuler l'embryon. Donc l'embryon reçoit plus de lumière. Donc il est mieux latéralisé. Donc il est plus apte socialement à s'intégrer, etc., etc. Il y a plein de trucs comme ça qui vont entrer en compte. Et c'est comme ça que ça va marcher. En fait, les poules dominantes, en général, sont responsables pour la grande majorité des poussins à l'âge adulte. Ce qui est problématique d'un point de vue poule génétique, d'ailleurs, quand vous avez peu de population comme ça. Et puis voilà, je reviens là-dessus. Je fais un peu vite parce que je sais que les sièges sont pas très confortables. Ouais, non, globalement c'est ça. Maintenant je vais finir par des anecdotes, mais c'est vrai que du coup toi tu peux en avoir des millions. Mais rapidement, c'est des anecdotes qui venaient de Karen Davis d'un sanctuaire en Amérique. Et elle racontait par exemple des trucs où elle aime bien écrire dans sa cave. Et où elle racontait qu'il y avait une poule qui venait régulièrement à la fenêtre de la cave parce qu'elle voulait couver sur une pile de livres qui était dans la cave. Et la porte de la cave est fermée. Du coup, la poule faisait tout le tour du bâtiment pour venir picorer à la fenêtre pour qu'elle aille à la porte. Ensuite, la poule courait. Et quand elle arrivait à la porte, la poule était derrière la porte à attendre. Et du coup, elle ouvrait, elle allait pondre. Et ensuite, elle remontait, demandait à sortir. Alors, il y a beaucoup de cas comme ça aussi. Alors, on n'a pas réussi à démontrer. On a des forts indices que les poules peuvent créer des liens forts entre elles. Il y a même des suppositions que la cohésion du groupe social ne tient pas vraiment au coq, mais tient aux relations entre les poules. La seule étude qui a été faite sur l'amitié chez les poules n'a pas réussi à montrer d'amitié très nette. Maintenant, l'étude, il n'y en a qu'une. Et telle qu'elle est faite, le résultat est assez logique. C'est assez logique, ça a donné ça. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc on ne sait pas s'il y a vraiment... Mais c'est possible, ce ne serait pas étonnant en fait, qu'il y ait des relations préférentielles avec les poules. Et surtout que les retours de sanctuaires semblent vraiment indiquer ça. Il y a beaucoup d'histoires de poules où il y en a une qui meurt et l'autre se laisse mourir peu de temps après. De poules qui deviennent très amies avec des oies. Là, il y avait une histoire qui était vachement intéressante aussi où elle raconte qu'elle avait, je crois que c'est un coq qu'elle aimait beaucoup, Karen Davis, et qu'elle soignait une poule chez elle à ce moment-là, et qu'en fait le coq s'était tué par un renard. Et du coup, elle est rentrée s'occuper de la poule, et elle s'est mise à pleurer, et la poule se serait mise contre elle et faire le ronronnement qu'elle fait pour les petits quand ils sont en détresse, quoi. Donc après, voilà, à voir à quel point ça a été romancé, tout ça. Là, on est dans les anecdotes, on n'est plus dans de la science. Mais je trouvais ça intéressant de montrer aussi un petit peu ce genre de trucs là, et puis il y a des poules qui sont connues pour adorer être dans les bras, etc. Donc voilà, globalement j'en ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu et que ça n'aura pas été trop long. Ça c'est mon travail, si vous le retrouvez ailleurs, c'est mon boulot avec ça c'est la bande dessinée que j'ai fait sur l'intelligence des poissons. C'est un accord vol, j'en ai. Ouais, j'en ai 8 avec moi.